Bonjour, bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, un épisode sur un format un petit peu spécial. C'est un format que j'ai expérimenté qu'une fois par le passé et c'est un résumé de livres. Cette semaine, on résume Perennial Seller de Ryan Holiday, qui est un livre qui est sorti en juillet 2017. Ryan Holiday, c'est ce fameux auteur notamment connu pour ses bouquins sur le stoïcisme, mais c'est aussi un grand marketeur, notamment un marketeur de livres. Et justement, dans ce bouquin qui s'appelle Perennial Seller, sous-titré, je vous donne la version française du sous-titre, l'art de créer et marketer une œuvre qui dure. Il nous parle de comment est-ce que vous allez créer une œuvre qui va être un classique, qui va pouvoir durer 10 ans ou plus. Et c'est un sujet qui est pertinent pour moi-même, bien sûr, vis-à-vis de mon livre, et aussi pour mon invité qui me rejoint aujourd'hui, qui est Alexis Minkela. Alexis était passé déjà une fois dans le podcast en novembre 2017 pour faire un autre résumé de livre. C'était la première fois qu'on avait fait un résumé de livre avec un invité. Et cette fois-ci, il vient nous parler de Perennial Seller. On en discute ensemble. Alexis, pour le contexte, c'est quelqu'un qui est à la fois un indépendant en copywriting pour les startups B2B et il a aussi un podcast qui s'adresse aux indépendants qui s'appelle Tribu Indé. Et il est actuellement en train d'écrire un livre, ce qui est bien sûr en connexion avec le sujet de Perennial Seller. Et pour le retrouver, son site, c'est tribuindé.com. C'est donc un nouveau format, ou plutôt un format que je le fais revivre avec l'aide d'Alexis, que je remercie pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez par email. Vous pouvez envoyer un email à bonjour@marketingmania.fr. Je ne peux pas répondre à tout, mais je lis tous les feedbacks. Vous pouvez aussi me tweeter si ça vous chante, si vous êtes sur Twitter. De temps en temps, je lis mes mentions sur Marketing Stan sur Twitter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le format est intéressant? Est-ce que vous auriez envie que je continue ce type de format? Et si oui, est-ce qu'il y a des livres en particulier que vous aimeriez voir discuter de cette manière? Ça m'intéresse d'avoir votre retour. En attendant, j'espère que vous allez apprécier cet épisode avec Alexis Minkela, où on parle de Perennial Seller de Ryan Holiday. Aujourd'hui, on parle de Perennial Seller, un livre de Ryan Holiday sorti en 2017. Ryan Holiday, c'est un auteur américain qui est surtout connu, je dirais, pour son travail sur le stoïcisme, Obstacle is the Way, donc l'obstacle est le chemin, je crois en français. Mais il a aussi un excellent livre sur le marketing, dont j'ai parlé notamment dans ma vidéo sur Jake Paul, c'était un des piliers de cette vidéo, qui s'appelle Trust Me, I'm Lying, qui est un livre sur son parcours en tant que directeur marketing, notamment chez American Apparel, mais aussi en tant que marketeur de bouquins. Et Perennial Seller, c'est son livre le plus récent sur le marketing, dans lequel il prend une idée centrale. Et cette idée centrale, c'est de créer une œuvre d'art qui va pouvoir durer pendant 10 ans ou plus. Par exemple, un livre qui va se vendre pendant 10 ans. Et quels sont les paramètres spécifiques à réfléchir quand on veut créer une œuvre d'art qui va durer aussi longtemps. Donc, Alexis, tu es avec moi pour en parler aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce livre? Merci Stan. Effectivement, déjà, moi j'ai pas mal d'affection pour l'auteur. J'ai d'ailleurs recommencé la lecture de Daily Stoic, donc avec une sorte de une leçon par jour sur un an. Et je trouve que moi, c'est un livre que j'avais lu. Alors, j'étais encore étudiant, j'avais pas encore de projet, je savais pas trop où j'allais. Mais déjà à l'époque, l'idée m'avait marqué parce que, on le sait, Ryan Holiday se base assez peu sur des petites stratégies, des hacks qu'on peut avoir court-termistes. Et je trouve que le livre reprend bien les quatre grands sujets avec des grands principes. On va y revenir, mais sur le positionnement, sur le marketing, sur comment est-ce que tu crées justement une œuvre qui va durer dans le temps. Et je trouve que euh, l'idée centrale, il prend souvent l'exemple de ses propres livres, de ses propres expériences, mais on peut très très bien tirer ses réflexions et ses concepts à un business en ligne, à une activité d'indépendant et à plein de choses en fait. Et c'est ça que je trouve assez remarquable. Et en préparant l'épisode et en relisant quelques passages, je me suis redit que c'était vraiment un bouquin que j'ai trouvé très très bien construit. En lisant mes notes, j'avais un petit peu du mal à me rappeler de l'impact que ce livre avait eu sur moi parce que c'est assez clair que la manière dont moi j'ai abordé mon propre livre est très très proche de ce que lui décrit ici. C'est-à-dire de dire, OK, comment est-ce que tu fais pour positionner quelque chose qui va durer dans le temps euh, et qui va être un peu un pilier de ta carrière et qui va te propulser vers l'avant pendant des années plutôt que simplement faire un livre pour faire un livre. Si juste pour faire un livre et vendre des exemplaires, ce n'est pas forcément la meilleure manière pour moi, d'une part, de toucher mon audience euh, quand je suis tellement gros sur YouTube et d'autre part, de gagner de l'argent quand je peux vendre des formations qui sont beaucoup plus chères. Mais le fait d'avoir ce livre, quand tu y réfléchis sur un horizon de 10 ans, de te dire,
tiens, si ce livre, il devient un espèce de pilier, un des livres qui est systématiquement recommandé quand tu te demandes ce qu'il faut faire pour démarrer sur Internet. Et en fait, comme j'ai lu Perennial Seller de Ryan Holiday en 2017, c'était vraiment l'année où j'ai commencé à réfléchir à écrire mon livre. Et c'est l'année où j'ai commencé à avoir contact avec des éditeurs. Donc, c'était vraiment une période de grande réflexion pour moi autour de ça. Et comme je suis arrivé finalement sur une stratégie qui était très proche de celle que lui, il décrit, j'arrive plus, tu sais, à me souvenir si j'avais déjà cette stratégie avant ou si ce livre m'a amené dans cette direction et m'a amené à penser à ça. Parce qu'évidemment, faire un livre, c'est un peu un truc que tout le monde pense un jour qu'il va faire un livre, tu vois. Tu as toujours eu cette idée, un jour tu vas écrire un livre. Moi, j'ai toujours eu l'idée depuis que j'étais gamin. J'écrivais mes romans d'heroic fantasy et tout. Mais il y a une différence entre un jour j'écrirai un livre et entre dire OK, il faut que je le fasse maintenant. Je vais investir l'effort énorme que ça demande de faire un livre maintenant parce que j'y vois en gros, j'y vois un levier stratégique spécifique à ce moment-là. Et je pense que lui ici, il me donne peut-être le modèle mental stratégique de me dire OK, c'est quoi un livre? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec le livre? Et quelle pièce du puzzle est-ce que ça vient jouer dans ta stratégie marketing entre du YouTube, entre de la formation que moi je fais déjà? Et je sais que toi, tu fais justement un livre en ce moment, tu es en train d'en écrire un. Et je serais curieux de comprendre comment est-ce que tu en es arrivé aussi à cette décision de te dire, bah, tiens, c'est le moment pour moi d'écrire un livre. Et justement, en fait, je l'ai relu, je suis revenu sur ce livre-là, bah, du coup, en fin d'année, dernière, donc fin 2019, où, j'avais commencé à reprendre les discussions, avec l'éditeur qui m'avait, contacté il y a presque un an maintenant. Hem et en fait, je me suis posé cette question-là, qui est très juste, de dire: «Pourquoi est-ce que quel est l'intérêt que je peux avoir aujourd'hui à écrire un livre?» Et en fait, cette réflexion-là, elle a été la même que, lorsque j'ai lancé le podcast, Tribu Indé, où je me suis dit: «Bah, quel est l'intérêt pour moi de lancer ça?» Et effectivement, comme tu le dis, c'est pas avec un livre, en tout cas pas en France, que tu vas devenir vraiment riche, avec ce livre-là directement. Et il y a tellement de temps à passer que je pense que c'était ultra important pour moi de me dire: «Est-ce que je prends la bonne décision?» Parce que c'est un livre qui va me demander énormément d'énergie, de temps, que je peux pas passer, sur d'autres, pans de mon business. Le fait de relire ce livre-là m'a conforté dans l'idée, que j'avais de ce livre-là. C'est effectivement me dire: «C'est une brique qui est quand même en France, assez intéressante». Ça me permet de conceptualiser et de prendre tout ce que j'ai en tête, toutes les expériences que j'ai pu avoir, les histoires qu'on m'a racontées, et d'en faire un objet en tant que tel qui va, en tout cas c'est l'ambition, durer avec le temps et s'inscrire durablement en tant que, bah, référence sur le sujet, du freelancing. Et et je pense que c'est important de vraiment te poser la question. Et moi, je me suis pris un doc et vraiment c'est écrit noir sur blanc, ça fait à peu près une demi-page sur, OK, pourquoi est-ce que je fais ce livre-là et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier à court terme pour écrire ce livre-là? Par exemple, prendre moins de clients, bah, passer moins de temps sur la partie, sur la promotion du podcast, mettre de côté certains projets, que j'avais en tête pour justement faire ce livre-là et le faire correctement. Hem, donc, ouais, ouais, ça a été un et je trouve que le raisonnement est intéressant, tu vois? Le livre est globalement découpé en 4 grandes parties. Le 1er qui est sur la partie processus créatif. Donc c'est tous les questionnements et concrètement, bah, de manière, opérationnelle, comment est-ce que, je me mets à mon bureau et je crée cette œuvre-là. La partie positionnement, la partie marketing et ensuite la partie, distribution, plateforme, audience. Globalement, comment est-ce que, bah, justement on fait en sorte que ce livre-là, ou cette œuvre-là s'inscrit, dans la durée. Ce que je peux te proposer, c'est on peut peut-être démarrer sur, on a fait quelque chose d'assez classique, où on s'est dit, on va déplier chacune des parties et vous donner, plutôt notre point de vue et nos conseils sur ce qui a été dit, par Ryan Holiday et puis d'autres, dans le livre. Donc, la première partie, c'est le processus créatif. Et le premier élément qu'on a mis ici, c'est de ne pas tomber amoureux du résultat. Cette idée que beaucoup de gens veulent euh, avoir écrit un livre, mais peu de gens veulent écrire un livre. Peu de gens veulent être en train d'écrire un livre tous les jours. Et il explique que les gens disent, c'est la citation, les gens disent qu'ils veulent faire quelque chose qui a de l'importance, mais ils se mesurent sur des choses qui n'ont pas d'importance. Et ils mesurent leur progrès non pas en années, mais en microsecondes. Donc, on a ici l'idée que le principal obstacle, si tu veux créer un livre qui va durer 10 ans en plus, ou un produit qui va durer 10 ans en plus, ou un album, tout ce que tu veux, c'est que instinctivement, les mesures qui sont les plus accessibles et les plus évidentes, c'est ce qui va avoir de l'impact sur le court terme. C'est combien de vues est-ce que ma dernière vidéo a fait, combien d'argent est-ce que j'ai gagné ce mois-ci, combien de fans est-ce que j'ai gagné. Et que
pour tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre nécessairement dans ces cas-là. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ce truc de long terme que tu vas construire, il faut potentiellement sacrifier des gains sur le court terme. Il faut pouvoir vendre moins de choses, il faut pouvoir faire moins de marketing maintenant, il faut pouvoir faire moins de promotion maintenant, parce que tu pourras jamais avoir le temps et l'énergie et l'effort d'écrire un livre qui va t'aider sur 10 ans si tu es focalisé sur le fait de dire il faut absolument que je maximise mes chiffres ce mois-ci ou cette année. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que tu as beaucoup d'interviews d'entrepreneurs qui ont, par exemple, vendu leur boîte ou se sont trompés ou ont échoué, et cetera, te disent, «Si j'avais su que ça allait être si compliqué, peut-être que je ne me serais pas lancé». Et tu vois, tu as aussi un peu une starification de tout ce qui est, business en ligne, même des mecs qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, j'ai le souvenir que avant, tu vois, par exemple, tous les mecs qui voulaient monter des boîtes, c'était un peu tous les gars qui s'étaient fait refouler et qui trouvaient pas un job. Et depuis que Facebook et The Social Network en 2011 est sorti, si tu veux, tu as une énorme glorification, une starification de tous ces entrepreneurs-là. Et du coup, tout le monde a envie de devenir entrepreneur, mais juste pour pouvoir dire, voilà, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, j'ai un énorme business, etc. Mais en oubliant que, en fait, pour pouvoir dire ça et avoir cette crédibilité-là de le dire, en fait, tu as un grand nombre d'étapes, de difficultés, d'obstacles que tu vas devoir surmonter pour justement y arriver. Et je pense que c'est vraiment important, effectivement, de ne pas tomber dans le amoureux du résultat et par exemple de dire, OK, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être auteur. Je pense que c'est un bon objectif, mais c'est pas suffisant pour avoir la détermination d'écrire un livre qui va, par exemple, durer sur le temps. Et je serais curieux de savoir, mais je suis pas sûr que toi, ta motivation, c'était de pouvoir écrire auteur sur LinkedIn, tu vois, ou de faire des conférences à droite à gauche. Ouais, mais tu as un côté où ce que tu veux, c'est avoir ton livre, tu vois. Et moi, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai pas mal lutté avec ça dans le processus parce que j'avais honnêtement l'impression que chaque journée ou chaque semaine, disons, que je passais à écrire mon livre, c'était un manque à gagner énorme, tu vois. À l'échelle où est mon business aujourd'hui, mais à la fois au niveau où mon business est dépendant de moi, il y a vraiment un truc où tu te dis, ce livre, il a coûté, je veux même pas imaginer de calculer ce qui m'a coûté, tu vois. Si j'avais fait du bourrin marketing pendant un an au lieu d'écrire un livre pendant un an, quelle aurait été la différence, tu vois. Encore une fois, le calcul, il est que, certes, sur un an, probablement le manque à gagner, il est énorme, et potentiellement sur 10 ans, je le récupère Exactement. en x10 sur la durée. Donc c'est là où est le truc. Mais c'est vrai que pendant que j'écrivais, il y avait des périodes où je me disais, là, tu vois, j'avais prévu de faire cette section en 6 semaines. Et quand ça me prend 8 semaines, ça faisait mal. Non seulement, tu vois, au niveau de mon business, au niveau de mes ventes et tout. Après, beaucoup de trucs, tu vois, sur le business tourne. Je dis pas on s'était écroulé, mais bon, forcément, 2 semaines de plus d'efforts ou 6 semaines de plus d'efforts sur le truc, ça aurait fait une vidéo en plus, ça aurait fait des abonnés en plus, etc. Tu vois, il y a toujours un impact, même si les choses peuvent tourner. Et aussi du côté de mon équipe, tu vois, de me dire, tiens, il y a pas mal de projets qu'on aurait pu pousser. Donc, il y a vraiment un aspect au quotidien. Il y avait un peu une tension pour moi entre le fait de dire, tiens, j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire à fond. Et d'un autre côté, je sens que chaque semaine de plus que je passe dessus, c'est un manque à gagner autre part. Et après, il y a un moment donné où j'ai commencé par lâcher prise là-dessus, où j'étais juste en mode, je vais écrire le maximum que je peux chaque jour jusqu'à ce que j'ai terminé. Et là, j'ai commencé à me détendre et à apprécier un peu plus ce processus. Tu vois. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment, notamment, je m'étais mis vraiment une deadline de 6 semaines pour écrire un premier jet, ce qui était théoriquement faisable sur la base du nombre de mots que je suis capable d'écrire pour une vidéo. Mais en fait, dans la pratique, j'ai eu des difficultés en termes de structure sur le livre et en termes de recherche qui ont fait que ça n'a pas été tenable. Tu vois. Mais je m'étais vraiment dit, OK, il faut que je puisse le maintenir dans cette durée. Et Tu vois, on c'était une vraie surestime. tension, tu vois. C'est une vraie tension d'accepter que tu fais ce sacrifice-là sur le court terme, tu vois. Et de pouvoir commencer à apprécier le processus d'écriture et non pas juste de dire, OK, il faut que je me sacrifie 6 semaines et après j'aurai mon livre, tu vois. Et juste à apprécier le processus de passer une semaine à écrire sans avoir de résultats à la fin nécessairement que tu peux montrer, euh, juste avoir passé des heures et des heures à écrire, c'est différent. Parce que moi, même, tu vois, mes vidéos prennent son temps à faire, mais c'est rare qu'une vidéo, elle prenne plus de 2 semaines à sortir entre le moment où je la commence et le moment où je la sors. Et souvent, c'est plus de l'ordre d'une semaine, 10 jours. Donc, il y a quand même une gratification qui est relativement immédiate. J'ai des vues, j'ai des commentaires assez rapidement. Sur le livre, entre le moment où j'ai eu l'idée au moment où il est sorti, c'était quasiment 1 an et demi, plus même. Et potentiellement, tu touches aussi beaucoup moins de gens avec ton livre, entre les personnes qui vont l'acheter et qui vont effectivement le lire jusqu'au bout, versus des personnes qui vont, par exemple, découvrir tes vidéos,
s'abonner à tes mails, recevoir tes formations. Et ça me fait penser au deuxième point qu'on a noté sur l'effet Lindy, c'est en fait, il faut réussir justement, et c'est pour ça que c'est vraiment important de te dire pourquoi est-ce que je fais ce livre-là ou pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet-là qui va potentiellement me prendre du temps. Parce que justement, toi, tu vois, tu vois le projet sur le long terme. C'est-à-dire que tu mets de côté l'instant gratification à court terme pour te dire, OK, mais sur le long terme, bah, les effets composés derrière, ils peuvent être monstrueux parce que ça peut m'ouvrir des nouvelles opportunités, ça assoit mon positionnement, ça augmente ma crédibilité. Et j'ai aujourd'hui un premier socle qui est intéressant, et j'ai aussi potentiellement un premier produit, un peu d'appel sur lequel les gens peuvent déjà commencer à s'engager. Et je pense que c'est important d'avoir vraiment ça en tête et de te dire, OK, je suis prêt à faire ce sacrifice-là parce que, comme tu le dis, quand tu es engagé dans le processus, tu as forcément des moments de doute, etc. Et donc, si tu n'es pas super clair sur pourquoi tu fais les choses, en fait, tu as toutes les raisons d'abandonner, de dire, OK, bon, j'ai avancé à 50%, je mets ça de côté, je verrai ça plus tard, je me remets sur des choses quotidiennes. Et donc, en fait, tu sors jamais les choses. Et du coup, tu es encore amoureux du nom et non pas du verbe qui est le verbe d'action, d'écrire par exemple ce livre. Donc, on a parlé à l'instant de l'effet Lindy. Je voudrais revenir un peu dessus parce que c'est un concept qui est vraiment intéressant. L'effet Lindy, c'est un concept qui nous dit plus un produit a existé depuis longtemps, plus il a de chances de continuer à exister pendant longtemps. Donc, l'idée ici, c'est que si tu as un livre qui est sorti il y a un an, il y a beaucoup de chances que dans un an, on n'en parle plus. Mais si un livre existe depuis 10 ans et on en parle depuis 10 ans, il y a de fortes chances que dans 10 ans, on en parle encore. Si un livre existe depuis 100 ans et on en parle depuis 100 ans, il y a de fortes chances que dans 100 ans, on en parlera encore. Et si un livre existe depuis 2000 ans, genre l'Odyssée ou un truc comme ça, il y a de fortes chances que dans 2000 ans, on en parle encore. Et ça, c'est l'effet Lilly, c'est plus quelque chose existe depuis longtemps, plus il a de chances de durer dans le futur. Et c'est une notion intéressante à ce niveau-là parce que ça te dit que au lieu que ton produit créatif il ait une décadence au fil du temps et il finisse par tomber, plus il va durer et plus il va rester viable pendant longtemps, plus il a de chances de durer. Par exemple, aujourd'hui, tu regardes la semaine de 4 heures. Une semaine de 4 heures, c'est un peu plus de 10 ans, mais ça fait 10 ans que ça reste un truc qui est dans la conversation sur l'entrepreneuriat. Il y a de fortes chances que dans 10 ans, on en parle encore, alors que certains éléments de la semaine de 4 heures seront plus forcément d'actualité. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui va faire sa durabilité, c'est le nombre de personnes qu'elle a impacté. Et plus la semaine de 4 heures a été là et plus les gens en ont parlé et plus elle a impacté de gens, plus les gens vont continuer à en parler et à le perpétuer. Et ça te donne cette idée de, voilà, lui, il appelle ça un effet cumulé pour le créatif. C'est comme si tu avais mis 1000 euros dans la bourse en 1980 et en 2020, tu aurais beaucoup plus que 1000 euros. Et parce que le truc, chaque année, il a fait un peu plus. Et là, c'est un peu la idée. Plus l'œuvre d'art est restée investie sur le marché, plus elle va gagner en valeur. Mais évidemment, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la plupart des cas, les choses deviennent oubliées. Et c'est justement cette exception qui ne devient pas oublié, qui fait figure d'effet Lindy et qui va pouvoir avoir des chances de durer sur le futur. Et ça me fait poser une question. Tu vois, quand tu connais ce paramètre-là, comment est-ce que tu fais, par exemple, si on prend le cas de ton livre, pour te dire comment est-ce que je fais pour que ce livre-là, dans un an, il ne soit pas oublié et que justement, en fait, tu vois, j'ai l'impression que tu as une sorte de palier à passer pour te dire, OK, si en fait, il résiste à l'épreuve du temps sur quelques années, tu maximises les chances que tu aies des nouvelles rééditions, que les gens continuent d'en parler dans 10, 15, 20 ans. En fait, bah, plus le livre reste, comme tu le dis, plus il a de chances de rester ad vitam aeternam. Du coup, je trouve que tu vois, la chose compliquée, même quand tu es sur un business, c'est de te dire comment est-ce que je fais pour construire quelque chose qui m'assure que bah, dans un an, tout ce que je suis en train de raconter soit pas périmé, que les gens y voient toujours un intérêt dans 2, 3, 4 ans. Et je trouve que c'est pas si simple que ça. Ouais, carrément. Et après, là, du coup, ça rentre sur ce que lui raconte en termes de contenu, en termes de ce que tu veux mettre dedans, en termes de l'approche que tu Mm. as, en termes du fait de devoir parler de grands principes, mais aussi en termes, à mon avis, l'émotion est importante ici, tu vois, en termes de storytelling. Une grande partie de la résonance de la semaine de 4 heures, il y a des bons conseils dans la semaine de 4 heures, mais ce que les gens vont retirer, c'est une certaine émotion, un sens de possibilité, un sens d'une nouvelle manière de voir leur vie. Et si la semaine de 4 heures les a récupérés au bon moment et a été la première à introduire ces idées et ces émotions, ils vont s'en souvenir en fait toute leur vie. Et ça va avoir un impact qui est colossal et qui est démesuré. Et donc, cette idée de
comprendre comment est-ce que tu peux ouvrir la bonne porte à la bonne personne au bon moment, avec la bonne émotion et le côté de storytelling et le côté, pour le coup, un peu temporel. C'est-à-dire que quand le livre sort, il doit avoir un impact sur les premières personnes qui l'ont lu en étant un peu nouveau et un peu différent. Mais tu peux imaginer que sur le temps, euh, ces concepts-là qui sont nouveaux, ils vont être absorbés. Donc aujourd'hui, les concepts de la semaine de 4 heures, ils sont plus considérés comme étant nécessairement nouveaux. Quand tu parles de déléguer tes tâches, etc., c'est quelque chose dont tout le monde parle. Et donc, du coup, la semaine de 4 heures fonctionne aujourd'hui comme un espèce de classique que tout le monde a lu, comme un espèce de langage universel, où si tu ne l'as pas lu, tu peux pas rentrer dans la conversation. Et une autre analogie pour ça, c'est un de mes bouquins préférés qui est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est pareil, les principes de l'influence et manipulation qui étaient probablement novateurs quand ils sont sortis à la fin des années 70, aujourd'hui, le bouquin a eu un tel impact que les principes, ils sont partout. Mais maintenant, ce qui fait la force de l'influence et manipulation, c'est le fait d'être un classique, en fait. Donc, c'est un peu une prophétie qui s'autoréalise. C'est un classique, donc il faut le lire, et donc tout le monde le lit. Et donc, ça devient encore plus un classique qu'il faut avoir lu parce que c'est des références et c'est le langage. Et c'est ces 6 piliers de la persuasion, de preuve sociale, de principes d'autorité, etc., qui vont être des éléments qui sont universels. Donc, si tu peux faire en sorte d'avoir un livre qui soit introduit des concepts, soit pose des idées et a en plus cet impact émotionnel qui va faire que les gens s'en souviennent et en parlent et ils s'en souviennent de l'impact émotionnel même après avoir oublié les détails de ce que tu leur as appris. À mon avis, c'est comme ça que tu peux jouer sur cet écho, tu vois, en gros, au fil des générations. Parce que si tu fais un livre sur le business comme le mien, l'idée, c'est OK, les gens qui aujourd'hui démarrent un business, qui dans 3 ans, ils auront leur business qui est installé et du coup, les gens leur demanderont quel livre il faut lire. Et ben, ils vont se souvenir des livres qui, eux, les ont aidés. Et donc, tu peux faire un écho au fil des générations. Et c'est ce que fait Tim Ferriss depuis 10 ans. C'est ce que fait en influence et de manipulation. Tu vois, il y a un certain nombre de ces livres qui sont des classiques. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Chaque génération la propage la suivante. Et il y a, et ça me fait repenser à ce qu'on s'était écrit sur ce que Jeff Bezos rappelle souvent à ses employés de se focaliser sur les choses qui ne changent pas. Finalement, tu vois, quand tu prends la semaine de 4 heures, effectivement, aujourd'hui, c'est plus forcément novateur. Tu prends l'exemple de la délégation des tâches, de comment est-ce que tu crées des systèmes pour aussi perdre le moins de temps possible et avoir le moins de friction. Bah, en fait, oui, c'est pas novateur aujourd'hui, mais ça reste des principes fondamentaux, tu vois. Mm. Quand tu as envie de Ça reste grossir, bah utile. forcément, tu te poses des questions de déléguer. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant de voir chaque produit, chaque œuvre que tu peux créer comme, voilà, c'est quoi que tu creuses vraiment au fond des choses, c'est quoi les grands principes que tu peux partager et qui seront encore valables. Parce que le risque, en fait, c'est que tu fasses un livre qui peut faire un gros coup de com sur le moment parce que extrêmement novateur, mais en fait, tu te bases sur, encore une fois, des tactiques ou des choses qui peuvent se périmer très, très vite parce que bah, dans 15 ans, le marché aura changé et donc ce sur quoi tu te basais pour écrire ce bouquin-là, par exemple, bah, dans 15 ans, en fait, il n'y a plus vraiment de sens parce que bah, les gens réfléchissent pas plus de la même manière, le business se fait plus de la même manière. Et donc, c'est là où c'est intéressant et le travail est du coup beaucoup plus difficile de dire, OK, c'est quoi tu vois, je dézoome et c'est quoi les grands principes que je peux partager avec des histoires bah, actuelles d'aujourd'hui. Mm. Le point suivant qui est vraiment intéressant là-dessus, sur comment est-ce que tu fais un truc qui va durer, c'est Ryan Holiday va ici se poser en opposition à un conseil qui est souvent donné, notamment dans le milieu du blogging, c'est qu'il faut passer 20% de ton temps à créer et 80% de ton temps à promouvoir. Et lui, il nous dit texto dans le livre, c'est un très mauvais conseil de passer 80% de ton temps à promouvoir et uniquement 20% à écrire. Pourquoi? Selon sa réflexion, c'est qu'en fait, bah, si tu veux que ton produit dure, le problème, c'est que tu ne pourras pas pusher ton produit, en l'occurrence un livre, tu ne vas pas pusher ton livre comme un bourrin pendant 10 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut tôt ou tard que le truc prenne ses propres ailes. Et donc, le produit doit être lui-même excellent. Et il nous donne une citation de Phil Libin, qui est le cofondateur d'Evernote, qui l'explique. Euh, les gens qui veulent créer les gens qui pensent à quelque chose d'autre que créer le meilleur produit ne font jamais le meilleur produit. Inversement, si tu veux créer le meilleur produit possible, il faut être entièrement focalisé sur la création du produit et pas uniquement sur sa promotion. Ce qui est pour le coup un conseil qui est relativement contrarien dans le domaine du marketing. On a vraiment l'habitude de dire, bah voilà, c'est pas parce que tu as créé un super bon produit qui va fonctionner à lui tout seul. Euh,
Et rien ne te dit, voilà, si tu veux faire un produit qui est génial, il faut que tu sois vraiment focalisé dessus pendant une longue période. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Parce que pour le coup, tu peux facilement caricaturer les deux aspects de cette pièce et arriver sur un truc qui est absurde. Tu peux arriver sur la personne qui dit, bah non, j'ai fait un truc génial, mais j'en ai jamais parlé à personne. Et de l'autre côté, tu peux arriver sur la personne qui dit, bah tiens, je m'en fous, je vais faire un truc à la con et je vais le promouvoir comme un bourrin et ça va marcher. Et évidemment, les deux sont absurdes. Mais donc, du coup, comment est-ce que tu trouves un entre-deux? Et quand on te dit 80-20, bah, c'est un entre-deux chiffré qui est assez clair. Et l'idée te dit non, ça devrait être beaucoup plus l'inverse, peut-être, les 80% sur la création. Mais tu vois, c'est quand même beaucoup, beaucoup de concepts. En fait, tu peux très vite t'arrêter à la première couche et te dire, ah oui, bah du coup, ok, c'est ce qu'il faut que je fasse et donc je le fais et donc forcément, ça marche pas. Effectivement, ce que tu dis, c'est que il faut surtout pas prendre l'inverse. Et parce que si tu lis rapidement ce que te dit Ryan Holiday, en gros, tu peux très vite te dire, ah oui, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est bah, juste passer du temps à créer le meilleur produit possible. Et dans tous les cas, bah, vu que le produit est bon, les gens seront intéressés et achèteront ce truc-là. Et il y a un truc intéressant à bien comprendre, c'est que les gens de base ne font pas attention à ce qu'on fait. Et donc, effectivement, il ne faut pas tomber dans le travers inverse qui est je m'enferme dans une cave et et tu vois, je passe toute mon énergie sur le livre, par exemple, et puis ensuite, bah, voilà, je le mets sur Amazon, il est référencé à droite à gauche et il se vendra lui-même. Ça, c'est la première option. Effectivement, moi, je rejoins quand même Ryan Holiday sur le fait que et je trouve qu'on le voit beaucoup trop aujourd'hui, où, tu peux très, très vite embellir, des projets, des choses que tu peux sortir avec un très bon marketing, bien léché et cetera. Mais tu vois, c'est un peu un panier percé, quoi. Tu as un super emballage, mais quand tu vas ouvrir le cadeau, bah, en fait, ça va être dégueulasse et donc le in fine, le résultat à long terme, bah, il est tout aussi mauvais que, de passer du temps à écrire quelque chose qui sera, par exemple, jamais lu. Moi, j'aime bien trouver tu vois, si on devait mettre des chiffres, moi, j'aime bien ce côté 50-50, c'est-à-dire que, par exemple, tout le temps que tu passes à écrire le livre, bah, c'est intéressant d'y passer quasiment autant de temps, sur la promotion, sur, le marketing, sur en parler. Et je pense que les 2 doivent être presque à la même hauteur, en fait. Parce qu'il faut que tu mettes suffisamment d'énergie, d'intensité pour écrire, en tout cas créer quelque chose qui a énormément de valeur. Alors même si le mot valeur est galvaudé, je pense qu'on le comprend tous. Et en même temps, parce que les gens, de base, ne feront pas attention à ce que tu es en train de faire, il faut que tu leur mettes devant les yeux ce que tu as fait, ce que tu as produit et ce que tu partages. Donc, j'aime bien tu vois, je pense que tu as dû lire ce livre, La guerre de l'art de Pressfield, qui te dit focalise-toi sur créer la meilleure chose possible, etc. Et il te dit un peu de mettre un peu de côté la partie diffusion. Je pense que c'est aussi dangereux. Et généralement, les gens qui te disent ça, c'est des gens qui ont déjà des audiences, qui, quoi qu'il arrive, bah, le produit se vend tout seul parce qu'ils ont atteint la crédibilité. Mais quand tu n'as aucune crédibilité, que tu sors un peu du bois sur ton sujet et que tu as vraiment envie de créer quelque chose et que tu es confiant sur ce que tu as créé, bah, bien sûr qu'il faut que tu mettes de l'intensité pour en faire parler, pour le partager, pour que les gens puissent aussi le partager, te faire inviter à droite à gauche, etc. Bien sûr que moi, j'aime bien ce sujet des 50-50, quoi, de mettre autant d'intensité dans la production que de la promotion. Là où ce sujet il est un peu perturbant pour moi, c'est quand on fait ce podcast, par exemple, c'est de la création ou c'est de la promotion. Quand je fais une vidéo YouTube, c'est de la création ou c'est de la promotion. Tu- les deux, quoi. Dans un sens, la vidéo YouTube, c'est un de mes canaux principaux pour m'exprimer, mais d'un autre côté, ça a l'objectif de récupérer les gens. Non. Est-ce que tu fais, OK, bah, c'est de la création si c'est un truc payant, si c'est ton produit, ou de la promotion si c'est un autre truc. Donc après, je pense que la distinction devient finalement assez floue dans la mesure où, pour moi, le marketing, ça fait partie aussi de la création, ça fait partie du produit et ça fait partie de ce que tu apportes aux gens. Et il y a des éléments qui sont payants, il y a des éléments qui sont gratuits. Mais bien sûr, après, tu rentres dans la question de ah, maintenant, je fais des vidéos. Les vidéos, c'est du marketing. Mais il faut aussi que je fasse la promotion de mes vidéos. Donc, il faut que je fasse le marketing de mon marketing. Et ici, pour moi, l'idée, la meilleure analogie, plutôt que de séparer la création et le marketing, c'est de comprendre l'effet boule de neige. C'est de comprendre qu'il y a des effets d'élan et que si le truc il est à zéro et il ne bouge pas, il ne va pas magiquement. Donc, à un moment donné, il faut que tu le pousses. Il faut que tu le pousses, il faut que tu le fasses avancer. Maintenant, une fois que la boule de neige est en train de rouler sur la montagne, elle va récupérer la neige, elle va devenir de plus en plus grosse. Mais à un moment donné, il faut donner l'impulsion initiale. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, tu peux penser que je fais énormément de marketing pour mon business avec toutes les vidéos que je fais, avec tous les contenus, ou inversement, que je fais très peu de marketing.
Parce qu'en fait, je fais que mes contenus sur mes propres trucs, je fais ma création, mais c'est pas comme si j'étais non plus sur 50 podcasts. Sauf quand le livre est sorti. Par exemple, j'étais sur beaucoup de podcasts quand mon livre est sorti, mais grosso modo, je suis pas en train de promouvoir, je fais pas 1 milliard de pubs, je suis pas sur beaucoup de podcasts. Donc, tu pourrais penser finalement que je passe 80% de mon temps sur mon business et sur ma création et sur. Donc, je pense que la différence ici, c'est vraiment de te dire quelle est l'impulsion initiale pour faire commencer à faire tourner un projet et ensuite quel va être le momentum interne qui va faire tourner le projet. Aujourd'hui, ce qui fait tourner ma chaîne YouTube et ce qui fait tourner mon contenu, c'est qu'il y a déjà une audience dessus et que je fais du contenu et du coup, je me focalise sur créer le meilleur contenu pour que l'audience soit satisfaite et pour qu'ils en parlent à d'autres personnes ou pour que d'autres personnes me découvrent, soit par des algorithmes, soit par des recommandations, soit par des partages, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'au moment où tu es à zéro, euh, tu ne peux pas te reposer sur cet effet de momentum parce que le momentum, il est à zéro. Donc, au départ, il faut le pousser. Et moi, au départ, mes vidéos, je les promouvais, je fais la promotion agressivement en faisant des articles invités à droite, à gauche, en publiant sur différents sites pour pouvoir avoir les premiers abonnés sur mes vidéos. Et en fait, au départ, la plupart de mes vues venaient de la promotion. Après, je suis passé à 50-50 et pendant une longue période, j'étais à Mm. 50-50. Et à un moment donné, la boule de neige est devenue tellement grosse que, si tu veux, si ta boule de neige, c'est genre un immeuble qui roule dans la montagne, ça ne sert à rien de courir après et d'essayer de la pousser. Il vaut mieux que tu comprennes à comment est-ce que tu vas renforcer la boule de neige de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi, je sais pas, de faire une petite opération de promotion et de me dire ça aura le même impact que faire une nouvelle vidéo YouTube. Donc, c'est pour ça que les deux, à mon avis, c'est intéressant d'y penser en termes de le truc qui est à zéro, il faut que tu le pousses un maximum. Et à partir du moment où il commence à rouler, il faut que tu te focalises sur le cœur du truc, sur le cœur du produit, de ce que tu apportes, de la valeur que tu apportes pour qu'ils grossissent. Tu vois. Par exemple, sur Facebook, au départ, la manière dont ils ont grossi, c'était des grosses hacks, Harvard, des machins. Mais Mm. à un certain point, ce qui faisait la croissance de Facebook, c'était la viralité elle-même du produit. Il y avait aucune opération de promotion au monde qui pouvait être compétitive avec le fait de créer un produit addictif, ce qu'ils ont extrêmement bien réussi à faire. Et tu vois, en fait, par exemple, si on prend ton modèle à toi, tu vois, il y a deux dimensions. C'est-à-dire que tu as la dimension globale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais des vidéos? Globalement, quand tu t'es lancé sur YouTube, c'était aussi pour faire connaître potentiellement tes formations gratuites et en tout cas faire rentrer des gens dans ton tunnel. Donc en fait, tu peux voir par exemple les vidéos YouTube comme la promotion de ce que tu peux faire en payant ou derrière ce que tu peux avoir dans les backstage de tes mails. Mais ensuite, première dimension. Et donc là, en fait, tu as déjà un peu ce split-là où tu as du temps de promotion générale qui est en fait tes vidéos, à la fois la création et la promotion de ces vidéos, et puis la partie production qui sont toutes tes formations derrière. Et ensuite, tu as le deuxième niveau de dimension de te dire, par exemple, dans les vidéos YouTube, tu peux encore leur splitter en temps de création et temps de promotion. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais au tout début, bah, tu passais quand même du temps, effectivement, comme tu le dis, vu que tu étais au niveau zéro, à promouvoir, à faire connaître les vidéos, tu vois, à les diffuser un peu partout. Là, aujourd'hui, effectivement, l'algorithme et la taille critique que tu commences à avoir sur YouTube te permet justement de passer beaucoup moins de temps sur cette promotion-là. Mais tu vois, tu peux aussi le voir en plusieurs dimensions. Si par exemple, je prends le podcast, bah, le podcast est un moyen de promotion globale pour mon activité et mon business de freelance avec mes clients. Mais au sein même du podcast, je peux encore le splitter en deux entre la partie production et la partie préparation des interviews, enregistrer le podcast et la partie promotion du podcast. Donc, tu vois, tu peux aussi le resplitter un peu, tu vois, avec un arbre avec plusieurs branches sur lequel après tu peux bah, tu vois, splitter ton temps. Et moi, je le vois par exemple sur le podcast. Au tout début, je passais quasiment autant de temps à produire le podcast, à le préparer, etc., que à faire parler de lui, à commencer à créer des éléments de market, de com sur lesquels je vais pouvoir communiquer. Là, aujourd'hui, effectivement, ça commence un peu à diminuer, mais tu vois, il y avait ce trade-off là où je passais 50% de mon temps à créer du contenu, à faire parler de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire pour amener du business client. Et je passais à l'intérieur de ces projets-là 50% de mon temps à produire et puis à promouvoir. Je sais pas si Une c'est autre très clair manière, ce que. ouais, une autre manière de le voir, c'est que si tu grossis de 10% par mois, c'est génial. Mais si tu es à zéro, ça restera toujours à zéro. Donc, à un moment donné où il faut mettre le plus Hmm. 10, plus 5 dans le truc pour que ça ne soit pas à zéro et pour ensuite pouvoir avoir cet effet de croissance au fil du temps. Donc, je pense que c'est vraiment là où se trouve la résolution au niveau de ce paradoxe. Un autre paradoxe qu'on avait noté, c'est ce qu'on a appelé le mythe du créatif fou. C'est qu'est-ce que c'est que la créativité, comment est-ce que tu es créatif et comment est-ce que tu as des bonnes idées. Et toi, tu me disais avant qu'on enregistre que tu ne te considérais pas comme une personne nécessairement extrêmement créative. Ouais, en fait, tu vois, moi, j'ai toujours ce truc, j'ai jamais fait, par exemple, d'activité très créative quand j'étais petit, quoi. Moi, je passais souvent mon temps, dans les bouquins et notamment des bouquins comme toi d'Heroic Fantasy. Alors moi, je les écrivais pas, mais j'étais très, très fan d'une série qui s'appelait, Les livres dont vous êtes le héros.
Donc, tu vois, moi, je suivais un peu des. Moi, on m'accompagnait, on me prenait la main et puis moi, je faisais, je découvrais des aventures de cette manière-là. Mais j'ai jamais eu, tu vois, ce truc créatif où j'ai jamais, tu vois, fait de peinture, j'ai jamais été très bon au dessin, etc. Et en fait, je pense il faut pas toujours croire que les bonnes idées sont réservées qu'à des gens très créatifs avec beaucoup d'imagination. Et je pense que justement, c'est pas un truc qui est forcément inné, c'est quelque chose qui se travaille. Avoir les bonnes idées, c'est quelque chose qui se travaille. Et il y avait j'en parlais dans une des newsletters sur. Ce qui est intéressant, c'est que plus tu es dans un sujet, plus tu vas creuser le sujet, plus tu vas avoir d'idées en fait. Et c'est notamment ce qui se passe avec plein d'entrepreneurs. Et moi, je me souviens dans les boîtes dans lesquelles j'étais, en fait, plus on lançait de projets, plus on avait des idées de nouveaux projets. Et je pense qu'il faut. Et du coup, tu peux toujours courir après le mythe de non, il faut vraiment que je trouve la bonne idée avant de me lancer, avant de faire ce projet-là, il faut vraiment que ça soit parfait. Alors qu'en fait, toutes les idées et même mes premières idées ont jamais été. Tu vois, il y avait peut-être un potentiel, mais la réalité, c'est qu'en fait, tu en sais rien si c'est une bonne idée. Et du coup, l'idée derrière, c'est vraiment de te dire comment est-ce que je peux me focaliser sur une petite partie et me dire, OK, je mets un pas après l'autre, j'avance et je vois qu'est-ce que va donner cette idée-là. Peut-être elle va être jetée à la poubelle dans 3 mois ou peut-être qu'en fait, je vais la continuer parce que je sens qu'elle a le potentiel. Mais tu vois, enfin, comme moi, je vois pas mal d'entrepreneurs, de freelance, je les sens pas plus créatifs que d'autres, quoi. C'est pas des artistes au sens propre du terme, quoi. Mais je pense que en fait, le modèle mental peut-être qui nous induit en erreur, c'est l'idée que la créativité, c'est quelque chose qui vient de nulle part. Donc, tu es comme ça en train de faire une petite marche dans la forêt. Tout d'un coup, tu as, une idée qui te rentre dans l'esprit qui vient de nulle part. Et moi, j'ai jamais vraiment eu cette expérience. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe, c'est que je vois quelque chose qui me fait penser à un autre truc et je connecte en fait. Et de cette manière, je génère largement plus d'idées que j'ai la possibilité d'en traiter. J'ai une liste d'idées de vidéos qui est énorme. Et souvent, tiens, j'ai vu ça, ce serait intéressant de l'analyser. Ou j'ai vu telle idée, tiens, je pourrais peut-être faire la même chose dans mon business. J'en ai souvent parlé, mais ma chaîne YouTube, essentiellement, j'avais vu une chaîne YouTube qui s'appelle Nerdwriter qui faisait des analyses de films. Je me dis, tiens, ça pourrait être marrant de faire des analyses Ouais. marketing. Mmh. Aussi bête que ça. Mon format, c'était simplement de dire. Donc, c'est de la créativité, oui, parce que la créativité, c'est de la recombinaison, c'est prendre une idée, l'appliquer autre part, transformer quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Mais ça ne sort pas de nulle part. Et je pense qu'à partir du moment où tu attends quelque chose qui va sortir de nulle part, tu peux attendre longtemps. Et donc, quand tu parles de zéro, la question, c'est quel élément est-ce que tu peux combiner, quel élément est-ce que tu peux trouver, est-ce que tu peux importer une idée qui vient d'un domaine dans un autre. Euh, et effectivement, comment est-ce que tu peux commencer petit? Parce que tu résous de cette manière le paradoxe des idées. Le paradoxe des idées, c'est que les gens qui ont le plus besoin d'idées parce qu'ils veulent lancer un business sont ceux qui n'arrivent pas à en trouver. Les entrepreneurs qui ont déjà un business, ils sont tout le temps en train de se plaindre de ah tiens, j'ai trop d'idées, mais j'ai pas le temps de les faire. J'ai jamais le temps de faire tous les projets que j'ai envie de faire parce qu'il y a plein d'éléments qui leur viennent. Mais forcément, parce que comme ils sont exposés à beaucoup plus d'input, ils ont la chance de faire beaucoup plus de connexions. Ils ont aussi les compétences de voir les connexions et de pouvoir un peu trier les idées. Donc forcément, ils vont avoir beaucoup plus d'idées qui vont se présenter à eux. Et en plus, ils ont cet effet où bah, en fait, tu sais qu'une fois que tu mets des idées, tu ne peux pas exécuter 50 trucs à la fois. Donc, une fois que tu bosses sur quelque chose, tu sais que ça va prendre très longtemps d'exécuter quelque chose. Donc, tu as plein d'idées qui sont techniquement bonnes, mais tu ne peux pas les implémenter parce que ça serait trop une distraction par rapport à ce que tu fais déjà. Et ici, la solution, c'est de dire, bah, tiens, si tu veux vraiment entrer dans un truc et trouver les idées, comment est-ce que tu peux faire pour t'exposer à ces inputs et pour être dans le domaine et pour travailler sur quelque chose. Donc, l'input qui est important, c'est euh, les clients. Donc, si tu parles aux clients, tu as des feedbacks, ça peut te donner des idées sur un nouveau positionnement, etc., que tu n'aurais jamais eu par inspiration tout seul en méditant sur une montagne. Et c'est aussi les partenaires et les autres gens qui sont dans le milieu et qui en parlent. Et il y a beaucoup de bouche-oreille sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce que machin fait. Et ça va souvent t'inspirer en disant tiens, j'ai vu une personne qui a fait, je sais pas, une communauté privée. Ce serait super cool de faire ma propre communauté privée et c'est une nouvelle idée, c'est un truc créatif. Ça vient pas de nulle part. Souvent, c'est parce que tu as vu quelqu'un qui fait un truc bien et tu te dis moi, j'aime bien voir la même chose. Je pense que tu as 2 grands sujets là-dessus. Le 1er sujet, c'est comme tu l'as dit, effectivement, ton expérience. Et donc, vu que tu te confrontes au terrain, moi, je le vois par exemple, il y a énormément de freelance qui, parce qu'ils sont au front, dans les tranchées,
aller tacler des problématiques clients, mais en fait, ça leur donne souvent des idées pour monter un business qui parfois peut les dépasser et donc de sortir de sujets freelance. Le deuxième point, c'est bête, mais c'est la curiosité. Alors, mot très galvaudé aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est que je pense que quelqu'un qui a des bonnes idées est quelqu'un qui est prêt à passer du temps à aller chercher de l'information et à aller creuser des sujets. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Quand je vais prendre quelqu'un, par exemple, on prend quelqu'un que je vais trouver sur Twitter, aller regarder quelles sont ses références, quelles sont les personnes qu'il va suivre, aller regarder ces personnes-là, à remonter tout leur fil d'actualité, regarder ce qu'ils ont partagé, pourquoi est-ce qu'ils ont partagé. Et par exemple, tu vois, moi, j'ai adoré, là, j'ai refait ça il y a quelques mois, retomber sur les articles de Tim Ferriss en 2007. Et en fait, il y avait des très, très bonnes idées. Moi, ça m'a donné des idées tu vois, des petits angles, des choses que je peux tester. Regarder aussi ce qui se fait dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir. Moi, j'aime beaucoup prendre tout ce qui se fait dans les startups en termes d'événements, en termes de méthodos, etc. parce que ça me donne des idées novatrices, un peu nouvelles, qu'on n'applique pas forcément à des business freelance. Et donc, je pense il faut vraiment, par contre, avoir tu vois, un peu cette énergie de te dire, OK, je vais aller diguer dans un sujet. Peut-être que ça ne va rien donner, mais je prends du plaisir à aller creuser un sujet, une personnalité, aller lire un peu tout ce qu'elle fait, aller voir où est-ce qu'elle a publié, pourquoi est-ce qu'elle a publié, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça à tel moment et maintenant elle dit plutôt ça, etc., etc. Sur le sujet de comment avoir des idées nouvelles, il y a un concept que j'adore dans ce livre et dont on parle très rarement en fait. Mm. C'est l'idée d'incubation. Donc Ranulday nous explique, et là je cite, pour un de mes livres, je me suis donné une deadline du 1er janvier pour commencer à écrire. 2 mois avant, en novembre, je suis entré dans ma période de fermeture. Plus de lecture ou de relecture, juste réfléchir, de longues marches, se reposer, préparer. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire avant de pouvoir commencer à écrire. Donc en gros, il nous dit qu'il il a décidé qu'il allait écrire un livre et il va se mettre en mode blocage pendant 2 mois avant d'écrire. Et l'idée ici, c'est que ton inconscient, essentiellement, va incuber l'idée, va ruminer le truc et va raffiner les idées. Parce que si on part du principe que la créativité, c'est beaucoup d'input, comment est-ce que tu fais pour pas simplement recracher les inputs en fait tout cuit et comment est-ce que tu les raffines dans quelque chose de nouveau? Et ça demande du temps. Et là où moi, j'ai une grande, grande connexion avec cette idée, c'est parce que en fait, une des personnes qui a été les plus influentes sur ma vie et sur ma carrière, qui est Gary Albert, un copywriter de légende, avait essentiellement la même idée, où il avait le concept qu'il appelait le concept de la boîte à chaussures, qui est que si tu dois écrire une page de vente ou une lettre de vente pour un produit, tu vas consommer toutes les informations possibles et imaginables sur le produit. Tu vas parler aux ingénieurs, tu vas parler aux clients, tu vas parler aux vendeurs, tu vas voir ce que font les concurrents, tu vas voir les autres pubs qui marchent dans le domaine. Tu vas consommer de l'information comme un espèce de vorace boulimique. Et après, tu vas mettre tout ça dans une boîte à chaussures, donc dans une boîte, et tu vas aller jouer au golf pendant 3 jours. Et il dit, quand je reviens du golf, boum, j'ai mes idées, j'ai mon truc, et le truc s'est restructuré. Est-ce que j'aurais pu m'asseoir sur ma chaise et me cogner la tête contre la table en disant, vas-y, trouve une idée de génie? Non, tu ne peux pas forcer cette idée. Il faut qu'elle émerge. Il y a une période d'incubation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup pris à cœur dans mes créations, parce que souvent je travaille sur une vidéo et je fais mes recherches. Il y a des vidéos qui sont assez lourdes en recherche. Je prends par exemple l'exemple de ma vidéo sur PNL. C'est un truc, en gros, il y a quasiment 2 jours, juste pour comprendre tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qui a été dit sur eux, etc. Mais là, du coup, tu as passé 2 jours à accumuler un milliard d'informations. Tu dis, j'en fais quoi maintenant? Tu vois, comment est-ce que je ressors ça? Pareil sur une vidéo que j'avais fait sur Fortnite, par exemple, j'avais beaucoup, beaucoup d'infos et en fait, j'étais noyé. Mais alors, Et sur une t'avais période pas les. d'incubation, Et par exemple, sur PNL ou sur Fortnite, est-ce que quand tu vois, tu t'es renseigné, tu as pris un maximum de ressources, est-ce que tu avais déjà en tête le résultat final et l'angle que tu voulais prendre, ou c'est justement parce que tu as été fouillé, que tu as laissé un peu reposer et que justement tu as incubé toutes les connaissances que tu pouvais avoir, que tu t'es dit, tiens, là, il y a peut-être un pattern intéressant et je vais aller creuser dedans? donc PNL en particulier, c'est une vidéo qui était particulièrement difficile parce que je l'ai vraiment fait comme un chacun. C'est-à-dire, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui me demandaient une vidéo sur PNL. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça revient là parce qu'ils ont une nouvelle actu et ça revient. Mais de temps en temps, il Ouais. y a des gens je vais avoir beaucoup de demandes sur une vidéo. De temps en temps, les gens vont me tweeter, m'envoyer des emails, etc. J'avais beaucoup, beaucoup de demandes sur PNL. Et littéralement, en fait, je ne savais pas qui était PNL. Parce que ça fait longtemps que je ne vis pas en France, donc je ne lis pas les médias français. Et en fait, tu vois, je n'avais pas caché le phénomène rap, etc. Ce n'était pas sur mon radar du tout. Mais les gens me demandaient des trucs et je fais, vas-y, on va faire une vidéo. Évidemment, j'ai vite fait regarder qui ils étaient. Mais si tu veux, pour faire le type de vidéo que moi je produis,
tu peux pas vite fait regarder qui est la personne et lire sa page Wikipédia, si tu veux. Il faut que je comprenne tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Il faut que j'ai l'historique entier de PNL. Donc ensuite, j'ai envoyé Arnaud, qui est mon assistant éditorial, là-dessus, et je lui ai dit, bah tiens, sors-moi tous les articles qui ont été faits sur PNL et organise-moi la chronologie, tout ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, leurs morceaux, leurs machins, les meilleures vidéos qui ont été faites sur eux, etc. Je veux tout voir. Donc, du coup, je me suis tout calé. Mais à ce moment-là, si tu veux, le truc, c'est, je me suis dit, il y a beaucoup de ventes sur PNL, je sais que la vidéo, elle va cartonner, il faut que je trouve un truc à dire sur eux, mais je sais pas quoi. Ce qui est une position assez risquée, honnêtement, pour moi de faire, mais je me suis dit, ça peut être intéressant et j'avais une affinité avec le truc. Et je me suis dit, il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Sur Fortnite, c'était différent. Fortnite, c'était une idée où je savais déjà l'angle que je voulais prendre. Parce que je connaissais déjà l'angle que j'ai sur Fortnite, c'est comment est-ce qu'ils ont créé un produit addictif et analysé via le livre Hooked de Nir Eyal. Donc ça, je connaissais déjà le livre, je connaissais déjà Fortnite, j'avais déjà des notions, j'avais regardé aussi beaucoup de Fortnite sur YouTube quand il était sorti, etc. Donc j'avais déjà des notions. Mais maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que je connecte les deux. Il faut que je trouve tous les exemples sur Fortnite de comment est-ce que ça s'applique. Il faut que je comprenne l'historique de Fortnite. Il faut que je sache qu'ils ont travaillé avec une psychologue là-dessus. Il faut que je comprenne ensuite l'historique de la boîte. Et là où parfois, tu vois, il y a des trucs, c'est que la première version du script, j'avais travaillé avec quelqu'un pour m'aider à organiser les trucs. C'était juste le livre, tu vois, Hooked et Fortnite. C'était pas mal, mais je voulais comprendre le truc. Je voulais comprendre en gros comment Fortnite s'inscrivait dans la réinvention du jeu vidéo. Et pour ça, il fallait comprendre Epic Games, le développeur de Fortnite, et d'où ils viennent et comment est-ce que ça se positionne, etc. Et je pense qu'il y aurait vraiment aujourd'hui une autre vidéo à faire sur Fortnite qui est dans la continuité de celle que j'avais fait. Parce qu'en gros, à la fin de ma vidéo sur Fortnite, j'ouvrais la porte sur des idées qui aujourd'hui se sont réalisées avec les concerts qui sont faits dans Fortnite, etc. Ça, ouais. Mais ça, c'était une nouvelle idée qu'il fallait avoir au-delà de Fortnite, plutôt que de dire hey, Fortnite, c'est un jeu, les enfants sont addicts, etc. Il fallait que je puisse synthétiser le truc dans un arc narratif qui soit élégant, qui tienne dans une vidéo de 20 minutes, où à la fin, tu as l'impression d'avoir consommé un truc entier et pas juste des petits bouts d'informations. Et c'est souvent ça que la période d'incubation fait. Et parfois, je vais commencer des vidéos sans aucun angle et je vais les trouver en recherche. Une autre vidéo où j'ai galéré comme un fou à trouver mon angle, c'est une de mes vidéos récentes sur le coronavirus. Évidemment, je me dis, il faut que je fasse une vidéo sur le coronavirus, c'est un truc d'actualité, ça va cartonner, etc. Et cette vidéo a fait 450 000 vues. Mais qu'est-ce que je peux dire de nouveau sur le putain de coronavirus? C'est un truc dont absolument tout le monde parle à longueur de journée dans les médias, tu vois. Et là, je me suis vraiment cassé la tête pour consommer enfin, pas tout ce qui a été fait parce que c'est impossible, mais pour consommer énormément d'informations sur le sujet et comprendre en profondeur tous les trucs. Et je suis rentré dans des trucs incroyables sur le docteur Didier Raoult, etc., que j'ai finalement pas du tout exploité. Incroyable. Parce qu'il n'était pas du tout dans la vidéo. Mais il fallait que. Et à un moment donné, tu vois, j'ai trouvé le fil directeur. Et en fait, finalement, j'ai peut-être utilisé 5% des infos que j'avais, mais j'avais besoin de toutes ces infos pour trouver ce fil conducteur et me dire, OK, ça, c'est le pilier, c'est le truc unique que je dis pour que les gens puissent partager la vidéo en disant, bah, ce mec-là, il raconte un truc que personne ne dit sur le coronavirus. Et c'est vraiment cette période d'incubation, moi, qui m'a sauvé la vie parce que quand tu viens de passer 3 jours à lire des trucs sur le coronavirus, tu es un peu au fond du trou. Tu vois, c'est comment est-ce que je vais pouvoir écrire quelque chose qui a du sens? Parce que je ne suis pas en train d'écrire une encyclopédie. Je ne peux pas réécrire, je peux pas recracher tout ce que j'ai lu. Et le but, ce n'est pas de recracher, ce n'est pas faire un état des lieux du coronavirus qui sera périmé. Tu vois, c'était de comprendre les principes psychologiques, etc. Donc, c'est un peu, j'ai un peu l'impression si tu veux, de sauter d'un avion sans parachute et de devoir construire le parachute en cours de route en me disant si je ne trouve pas, ben, je suis un peu dans la merde parce que ma vidéo, elle ne tient pas debout et j'aurais perdu tout mon temps. Mais généralement, j'arrive à trouver en incubation la bonne idée. Et après, une fois que j'ai ça, il ne reste plus qu'à écrire, etc. Et tu vois, tu as cette partie d'incubation-là où en fait, elle coupe un peu ton process en plusieurs parties. Et moi, dans un autre sujet, par exemple, dès que j'ai une bonne idée, je me refuse de la faire avant 3 mois. Donc, sur le principe des plans 90 jours de Tyler Pearson, et puis je sais que tu en parles souvent, mais l'idée, c'est de te dire, alors peut-être que c'est un peu radical et que je me ferme des opportunités, mais dès que j'ai une idée, je me refuse vraiment à y réfléchir vraiment en profondeur avant 90 jours. Et après 90 jours, sur un nouveau plan, tu vois, là, je me dis, par exemple, là, on démarre un nouveau plan. Il y a une idée que j'ai depuis janvier. Je sais que c'est une idée que je vais inclure dans le Q4, donc le dernier trimestre de l'année, sur un nouveau format que j'ai envie de tester. Et je me refuse vraiment de me lancer directement dès que j'ai l'idée pour me dire, tu vois, là, elle va résister à l'épreuve de quasiment 6 mois. Et quand je vais préparer mon nouveau plan, je vais me dire, OK, est-ce que cette idée,
elle m'attire toujours. Je sens toujours le potentiel intéressant. Est-ce que du coup, par rapport à ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, ça peut aussi me donner des nouvelles idées pour, tu vois, rendre l'idée un peu plus costaud et l'habiller, et la rendre un peu plus sexy aussi, tu vois? Du coup, c'est aussi un effet Donc peut-être Lindy, quoi. que Si tu as eu l'idée hier, ouais, peut-être que dans 2 jours, tu trouveras qu'elle est nulle. Mais si ça fait un an que tu as envie ouais, de faire ce truc, forcément, dans un an, tu trouveras encore que c'est bien. Et pour des projets de long terme sur lesquels tu vas t'engager, tu te dis, ben, faut que je travaille au moins 6 mois, un an sur ce projet pour que ça ait du sens. C'est effectivement, ça a du sens d'attendre avant de le faire. Ça a du sens de, si tu veux écrire un livre, peut-être de jouer la montre et de discuter avec ton éditeur et de faire des plans et de faire des machins pendant 6 mois, un an avant de commencer à écrire, pourquoi pas? Parce que finalement, ça va te prendre 6 mois, un an dans l'autre côté à écrire. Donc, tu as intérêt à ce que l'idée se valide et que tu ne te décourages pas trop rapidement. Inversement, évidemment, une idée qui peut se faire en 2 semaines, bah, si ça fait 2 semaines que tu y réfléchis, tu peux la faire dans les 2 semaines. Il y a des chances qu'elle se maintienne. Euh, c'est une il y a autre application de cette idée-là. il y avait, et tu vois, ça recoupe aussi pas mal sur, sur le côté créatif qu'on a abordé, sur la manière de concevoir des bonnes idées, et cetera. Il y avait Ryan Holiday dit un moment que, en gros, il y a pas besoin d'être un génie pour faire des choses de génie et qu'il y a juste besoin d'avoir quelques petits moments, brillants, avec des petits éclairs de génie et de cutter et de couper complètement tous les trucs qui sont, pas forcément, au top, très, très bons. Et en fait, je trouve que ça illustre bien, tu vois, je serais curieux de voir, les premiers scripts de tes vidéos ou tu vois même le draft de mon premier bouquin, c'est sûr il sera pas du tout au niveau, quoi, par rapport à la version finale. Et c'est là aussi, tu vois, il faut aussi comprendre que ton processus créatif, c'est pas, j'écris, je le sors, je le publie et je fais la promotion. En fait, il y a plein de micro-phases où en fait on va ajuster, on va peut-être, changer, tel et tel sujet, on va prendre un angle différent et cetera, pour justement en faire quelque chose de brillant parce qu'on a mis des bonnes idées ensemble et on a coupé un peu, tu vois, toute l'herbe un peu dégueu qu'on peut avoir. Et ça, je trouve, c'est important de pas lâcher aussi cette idée-là, de te dire: «OK, tu as déjà passé suffisamment de temps», par exemple sur un draft d'une vidéo, sur, le draft d'une formation, une séquence email ou même un livre. Il faut accepter de te dire que: «OK, maintenant, on va revenir au départ et on va être très, très honnête avec soi-même en se disant: «OK, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre? Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment différenciant?» Et là, tu vois, il y a un côté un peu radical et honnête qu'il faut avoir envers soi-même en disant: «OK, j'ai passé du temps», mais mets ton ego de côté en disant: Ça vaut vraiment pas le coup. Tu as beau avoir y passé, une demi-journée à écrire ce truc-là, en vrai, c'est catastrophique, sors-le du livre», tu vois? Mm. Et je trouve que Et c'est sur, pas et c'est sur pas quelque chose YouTube, de très tu simple. as cette courbe qui te montre au départ, tu as 100% des gens qui te regardent. Et au fil du temps, la courbe diminue à mesure que les gens partent. Et ça, c'est un truc, une fois que tu l'as intégré, tu te dis, la section là, moi, je l'aime bien, ça va faire dropper ma courbe, je vais perdre 10% des gens sur cette section. Et comment est-ce que tu fais pour faire des sections qui sont plates, en fait, où les gens qui démarrent cette section, ils restent jusqu'au bout, puis ils sont accrochés, ils restent jusqu'au bout. Et une fois que tu réfléchis de cette manière-là, tu peux couper beaucoup de choses en YouTube qui sont des bonnes idées, mais tu dis non, là, ça propulse pas assez les gens vers la suite. Donc, YouTube, pour ça, il est assez impitoyable, en particulier parce que tu as autant de data. Tu vois, s'il y a une section dans mon livre qui est un peu chiante, je ne me rends pas compte, je n'ai pas le moyen de savoir. Mais sur YouTube, s'il y a une section de ma vidéo, ne serait-ce que de 3 minutes, qui est un peu chiante, je le verrai très clairement dans mes analytics. Il y a deux autres citations que j'aime beaucoup pour conclure cette partie sur l'incubation et pour conclure la sous-partie globale sur le processus créatif. La première, c'est un livre devait être un article avant d'être un livre et un dîner et une conversation autour d'un dîner avant d'être un article. Donc, c'est l'idée que si tu as une bonne idée, tu ne devrais pas la mettre directement dans un livre, tu devrais commencer par en discuter avec des personnes, commencer à la former. Une fois que le truc commence à coaguler un petit peu, tu en fais un article, tu en fais des contenus, ça coagule. Et une fois que tes idées ont vraiment commencé à converger, tu es prêt à en faire un livre. Donc, ça évolue à travers les étapes. J'aime beaucoup cette idée. Et évidemment, pour moi, c'est souvent comme ça que je vais faire. Donc, beaucoup d'idées de mon livre ont été développées à l'origine souvent dans des emails de vente. Pour moi, les emails de vente, c'est un endroit où je vais faire beaucoup d'expérimentation parce que j'essaie de comprendre ce qui fonctionne et ce avec quoi les gens vont raisonner, ou alors dans une vidéo. Et donc, du coup, toutes ces idées-là, bien sûr, à l'origine, viennent de parler à mes clients, etc. Et je parle beaucoup avec mes clients, notamment, je fais beaucoup de consultations pour eux où je vais répondre à leurs questions. Et souvent, pour répondre à la question de quelqu'un, je me dis, tiens, il faut que je trouve un petit concept pour lui expliquer ça. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la différence entre
entre, tu sais, la création et l'art. Et je te parlais de cette idée d'effet boule de neige et de cette impulsion initiale, etc. C'était une idée, j'avais jamais réfléchi comme ça précédemment, mais je pense qu'ici, on peut avoir une notion intéressante qui pourrait être développée plus dans un contenu et qui pourrait à terme se retrouver dans un livre, par exemple, si elle était développée. Donc, comme ça, qu'une idée qui apparaît de manière organique peut être petit à petit solidifiée, Mm, coagulée, connectée à d'autres trucs pour bien sûr. pouvoir avoir une vraie solidité. L'autre citation que j'aime beaucoup, c'est la suivante. Souvenez-vous, quand les gens vous disent que quelque chose ne fonctionne pas pour eux, ils ont quasiment toujours raison. Mais quand ils vous disent exactement ce qu'ils pensent qui n'est pas bien et comment le réparer, ils ont quasiment toujours tort. Donc les gens savent te dire ça ne marche pas, ils ne savent pas te dire pourquoi et ils ne savent pas te dire comment le réparer. Donc c'est intéressant en termes de prise de feedback parce que les gens vont souvent te faire des suggestions et en fait tu prends la moitié de leur suggestion qui est ça j'aime pas, ça marche pas, et il y a un truc qui va pas et tu jettes la partie où ils t'ont expliqué comment faire parce que s'ils savaient comment faire, ils l'auraient fait eux-mêmes. En revanche, évidemment, comme ils sont des consommateurs, ils ont le goût de savoir si le truc fonctionne ou non pour eux. Tu n'as pas besoin d'être un grand artiste pour savoir qu'un film est bien ou pas bien, mais tu as besoin d'être un grand artiste pour être capable de réparer le film de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement, par exemple, tu vois, ce que je suis en là, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais en ce moment, je suis en train de travailler le titre du livre. Et donc, j'ai un petit groupe de bêta lecteurs sur Facebook avec qui je co-construis une partie du livre, et notamment le titre. Effectivement, c'est intéressant d'avoir leur retour sur pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce que derrière, en fait, ils comprennent pas où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça colle pas forcément à ce que j'ai pu produire et puis à la personnalité que je peux avoir. Mais quand tu leur demandes concrètement qu'est-ce que tu ferais à ma place, bah, il faut faire attention à pas non plus prendre tous les conseils qu'on peut te donner là-dessus, parce que comme tu le dis, effectivement, eux aussi, et ils ont leur prisme, et donc tu peux vite aussi te retrouver sur un truc un peu entre deux où tu as pas vraiment de truc super clair, tu as écouté les autres, mais toi, tu es pas non plus super convaincu de ce que tu es en train d'écrire. Donc ouais, je pense que c'est important et tu vois, il faut aussi faire attention à tous les conseils qu'on peut te donner. Je reprends encore un exemple des startups parce que c'est ce que je connais assez bien, mais c'est toujours marrant que tu vas dans un incubateur ou même à l'école, tu vois. Euh, En fait, tu as des gens qui t'apprennent le marketing, à comment est-ce que ça doit être fait, alors qu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais forcément testé, qui n'ont jamais été vraiment sur le terrain, ou dans le cas des incubateurs, qui n'ont vraiment jamais monté de boîte, en fait. Et si tu remarques, les personnes qui gèrent les incubateurs, c'est rarement des entrepreneurs qui ont fait une exit, ont fait des belles levées et ont eu un produit qui a cartonné, quoi. Donc, ils peuvent te dire pourquoi est-ce que tu vois, par exemple, dans le cas du livre que je suis en train d'écrire, bah, les freelances peuvent me dire: «Ça connecte pas, je comprends pas trop ce que tu veux dire avec ce titre-là, ça m'accroche pas si je suis dans une librairie». Déjà, en fait, ça, c'est la première information qui est importante. Le reste de: «Moi, j'aurais plutôt fait comme ça, moi, j'aurais parlé plutôt de ça» et cetera, c'est à prendre en compte, mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre si oui ou non, là, tu as une bonne idée, là, ça connecte, là, ça parle aux gens, ou au contraire, là, c'est peut-être trop tranché. Alexis, il faut qu'on passe à la section suivante pour Allez. le positionnement. Donc, c'est la section 2 de son livre, la première étant le processus créatif. Sur le positionnement, le premier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le risque pour tout créateur, c'est de surindexer ce qui est en face de lui. Le musicien a tendance à surévaluer ce qui est à la radio et essayer d'imiter déjà ce qui fonctionne. Et tu as cette tendance d'imiter les choses. Donc, il parle de Rick Rubin, qui est un espèce de producteur américain absolument légendaire, qui dit à ses artistes de ne pas écouter ce qui est à la radio en ce moment, et il leur dit à la place, si tu veux écouter la meilleure musique qui a jamais été créée, ça serait bien mieux. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta propre voix, euh, peu importe ce qui est à la radio aujourd'hui, et tu dois trouver ce qui est voilà, le mieux et essayer de faire le mieux que tu peux en regardant quelque chose de plus large que ce qui se fait en ce moment. Puisqu'évidemment, si tu veux faire quelque chose qui dure et que ta seule base, c'est ce qui se fait en ce moment et ce qui marche en ce moment et c'est la trend, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, je trouve ça intéressant, notamment, c'est très applicable sur un domaine comme YouTube, par exemple, qui a eu beaucoup de trends qui vont et qui viennent. Et dans l'autre part, il y a des chaînes qui vont avoir un truc qui est totalement pérenne et qui sont totalement immunisées sur ces tendances et qui survivent sur le long terme. Et là, je pense autant
aux gens qui font YouTube pour promouvoir des produits, comme c'est mon cas, qu'à des YouTubeurs mainstream. Pour moi, le maître dans ce domaine, ça reste PewDiePie, qui est un gars qui a su se réinventer entre du gaming, de l'humour, de la réaction. Et en fait, il est immunisé sur la tendance parce que souvent, la tendance, c'est lui qui l'a créé en fait. C'est lui qui l'a créé, il se met sur un truc et ensuite beaucoup de gens vont le copier et donc le truc va un petit peu se périmer. Mais lui, il a cette impulsion fondamentale de comprendre qu'est-ce qui est un bon contenu plutôt qu'imiter ce qui se fait par ailleurs. Donc, l'analogie ici qui m'intéressait, c'était vraiment le côté musical. C'est vrai que voilà, tu veux créer de la musique, si tu imites ce qui se fait déjà, tu as peu de chances de te différencier. Si tu vas écouter la meilleure musique de tous les temps et tu te fais un peu une playlist qui va de, je sais pas, de Mozart aux Beatles à tout ce que tu veux, euh, tu es BD dans la qualité. Et probablement, ce que tu vas ressortir n'est pas typique de ton époque et donc potentiellement, ça a des chances d'être différent. Donc, c'est la même raison que si tu es YouTuber, euh, c'est bien de regarder des vidéos YouTube et de comprendre les formats, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres sources d'inspiration. Si tu es YouTuber et que tu aimes bien lire des livres sur le marketing qui sont écrits en 1980, comme c'est mon cas, tu vas peut-être avoir des idées qui sont différentes et apporter un point de vue qui est différent de tout le monde qui répète les mêmes idées qui ont été proposées par d'autres YouTubers. Pareil, si tu écris un livre, si tu as juste lu des livres qui sont écrits il y a 10 ans ou si tu as lu des livres qui ont une grande période de temps, il y a des chances que tu trouves des idées qui sont différentes et que tu les remixes d'une manière qui est nouvelle. Et je pense que la question à se poser, et ça rejoint très bien le deuxième point sur la différenciation, c'est comment est-ce que aujourd'hui, quel que soit le business que tu es en train de faire, comment est-ce que tu t'insères de manière intelligente dans l'environnement qui existe? Et l'idée, c'est que, et je pense que tu le vois encore plus que moi, c'est que, en fait, le plus gros raccourci, c'est de te dire, je vais regarder ce qui marche le mieux et je vais reprendre plus ou moins les mêmes éléments de langage, plus ou moins la même technique, market, faire plus ou moins les mêmes contenus, mais sans vraiment être différent, sans vraiment avoir creusé le sujet, de te dire, OK, toi, par rapport à ce que tu connais, à ce que tu es capable de produire, à ton expérience et à ta curiosité et à tes ressources, tes sources de lecture et autres, comment est-ce que je fais pour être vraiment différent et pas juste faire un copycat? Parce que comme tu le dis, bah, l'exemple de la musique est très bien et peut s'appliquer à n'importe quel business, à n'importe quel freelance ou autre, quoi. Donc, sur la différenciation, il y a une anecdote en particulier que j'adore. Ouais. C'est une organisation caritative qui s'appelle Charity Water. Et en fait, ils se sont séparés en deux organisations différentes. Une qui va construire des puits dans les pays en développement et une autre administration qui, en fait, c'est les coûts administratifs de l'association. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lever de l'argent auprès de certains donateurs pour financer leurs coûts. Et ensuite, ils vont avoir une deuxième levée de fonds auprès du public pour dire donnez-vous de l'argent et 100% de vos donations, ça va directement sur un puits, je sais pas, dans tel ou tel pays, au Mali, on va dire. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire 100%? Parce qu'en fait, ils ont séparé le truc en deux. En fait, ils ont deux comptes en banque, un compte en banque pour payer les trucs. Donc, ton argent, tu es sûr qu'il va là. Et c'est vraiment une différenciation géniale parce que fondamentalement, ça revient au même. C'est-à-dire qu'ils ont levé un pool d'argent et il y a une partie qui est nécessaire pour administrer parce qu'il faut bien administrer. Je veux dire, l'argent, il est levé par des gens qui sont salariés de toute manière de l'organisation. Mais en fait, en séparant les deux, ils te disent, toi, ton argent à toi, je te garantis qu'il va là. Et en fait, j'ai levé l'argent de quelqu'un d'autre. Et pour le coup, l'argent des donataires, il va probablement à 100% aux frais administratifs. Donc, au final, sur la Mm. moyenne, ça revient en même. Mais c'est une manière de se séparer sur un critère, en fait, qui est important pour les gens. C'est-à-dire combien de mon argent va vraiment aller in fine à une personne qui en a besoin et combien de mon argent va servir à l'administration de l'association caritative. Et donc, ça, c'est vraiment en termes de marketing, en termes de positionnement, en termes Ouais, de c'est fort, hein. comprendre fondamentalement ce qui est important pour ton client, en l'occurrence la personne qui te donne de l'argent, même si toi tu comprends qu'au final ça revient même. Je veux dire, l'argent moyen que tu as récupéré, combien de pourcentage va, etc. Je trouve ça vraiment brillant et intéressant en termes d'exemples et en termes d'études de cas. Il y a il y a un troisième point sur c'est une des méthodes de positionnement d'Amazon qui était en fait de se dire, et je pense que c'est toujours le cas, mais dès que en interne ils ont une nouvelle idée, ils ont une nouvelle ligne de produit ou qu'ils veulent tester d'autres manières de communiquer, ce qu'ils demandent à chaque employé, c'est de créer un communiqué de presse avant même de te mettre en mouvement sur ton idée, de commencer à bosser dessus, d'y passer du temps. Et en fait, je trouve que derrière, le concept est intéressant parce que le communiqué de presse est généralement un, un contenu qui est assez court et qui, du coup, doit être très, très vite impactant et surtout différenciant.
Pourquoi? Parce que ce communiqué de presse doit intéresser in fine des médias, euh, et donc doit être différenciant par rapport à ce qui existe ailleurs. Et je trouve que c'est une bonne manière de revenir sur les idées qu'on avait précédemment, qui est de se dire, bah, ne nous précipitons pas forcément à bosser directement sur l'idée, mais essayons de voir un peu la vision un peu plus large et tenter d'avoir une direction un peu plus claire sur là où on veut aller. Cette direction, elle va pouvoir changer, mais fixons-nous un cap avant de se précipiter sur l'idée. Et par exemple, si on prend nos 2 exemples sur le livre, euh, bah, on a chacun créé une sorte de document, un peu de synthèse, qui donnait l'angle du livre, de pourquoi est-ce qu'on faisait ce livre-là, comment est-ce qu'il s'insère de manière différente par rapport à ce qui existe, etc. Et je trouve que c'est un bon exercice parce que si en fait ton communiqué de presse, enfin en tout cas ce petit document-là, ne réussit pas à convaincre dans le cas d'Amazon en interne, c'est que l'idée, elle n'est pas encore assez mûre, pas encore assez mature et pas encore assez différenciante par rapport à ce qui peut exister ou ce qu'ils ont déjà fait par ailleurs. Mm. La phrase qu'eux, ils ont, c'est que c'est plus facile de revenir et de réparer ton communiqué de presse plutôt que de revenir et de redévelopper le Ouais. produit que tu as passé 6 mois à développer. Et dans l'édition, du coup, cette idée de communiqué de presse, ça se retrouve dans la proposition de livre en fait, que tu vas faire à ton éditeur, où tu essaies de vendre ton livre à l'éditeur en expliquant d'un point de vue externe et d'un point de vue du lecteur, pourquoi est-ce qu'un lecteur va lire ce livre. Et c'est intéressant parce que pour le coup, c'est une pression là qui est organisationnelle, c'est-à-dire que l'éditeur te demande ce document et c'est une communication interne, mais en fait, c'est quelque chose que tu vas appliquer dans tes propres projets. Donc, même si tu faisais un livre auto-publié, ça aurait de la valeur de réfléchir fondamentalement à ça. Donc, nous, en interne, on appelle ça le document de positionnement. Avant de créer une formation, on va avoir un document qui résume ça, à qui ça s'adresse, pourquoi, ça va reprendre des éléments du sondage, ça va reprendre les éléments de qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé pour résoudre leurs problèmes, comment est-ce qu'on va se différencier, comment est-ce qu'on va répondre à la question de ben, j'ai déjà essayé ça, en quoi est-ce que vous êtes différente. Donc, on a un document qui rassemble ça, pareil, qui va être la base du copywriting. Et sinon, un truc que j'aime bien, c'est d'écrire une page de vente pour un produit avant de l'avoir créé. Alors ça, c'est un truc vraiment il n'y a qu'une personne qui a grandi et qui a baigné dans le copywriting qui pourrait te dire ça. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. En fait, en créant cette page de vente, tu vas vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne veut vraiment derrière. Qu'est-ce que mon client veut vraiment. Et je vais lui écrire le sommaire de la formation qui va vraiment lui vendre du rêve. Et ce n'est pas une mauvaise manière de créer ton sommaire parce que c'est essayer de te dire qu'est-ce que la personne veut et faire la liste de l'ensemble de ce qu'il veut et de l'ensemble de ce qu'il désire. Et ensuite, c'est à toi de créer le produit qui correspond à ce que tu as écrit. Mais le fait d'avoir commencé ton processus créatif vraiment en te forçant à te mettre dans les chaussures du client final, soit en faisant un communiqué de presse, soit en faisant une page de vente, soit en faisant un document de positionnement et une proposition commerciale pour un éditeur, tu vas comprendre en quoi est-ce que tu es unique, en quoi est-ce que tu vas attirer l'attention des gens, en quoi est-ce que tu vas te différencier, comment est-ce que tu vas répondre à ces objections de oui, mais moi, ça n'a pas marché pour moi. Et de préférence, faire ça sur un document assez court que tu peux avoir. Donc, moi, mon document de positionnement, je vais l'avoir ouvert tout le temps quand je suis en train de travailler sur un tunnel de vente pour un produit. Et je vais généralement le relire au début de la journée. Je vais reprendre, je vais checker mon avatar, je vais checker mes points clés, mes bullet points, etc. pour être sûr que tout mon marketing soit bien cohérent. Mais ça me permet de toujours commencer par faire un check de où est mon client, où est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense. Euh, et ça, c'est un truc que tu peux, par exemple, sur un livre, tu peux avoir une petite proposition de valeur que tu peux avoir en haut de ton document, tu peux l'avoir dans un coin de ton ordinateur, tu peux l'avoir sur un post-it à côté de ton PC pour vraiment le garder en tête. Et ça a beaucoup de valeur parce que au final, tu vas être immergé dans ton truc pendant des heures, quoi. Et c'est facile pendant des heures d'être immergé dans ton truc et de perdre un peu de vue le client et c'est naturel. Mm. Donc, il faut un peu se forcer à se recalibrer là-dessus. Et même si tu crois que tu l'as, et moi, clairement, si tu veux, mon client cible, je l'ai assez bien, quoi. Ça fait quand même quelques années que je suis dessus et je suis beaucoup en contact avec les gens et j'ai beaucoup de retours et j'ai beaucoup d'interactions. Mais j'aime bien avoir ce recheck de recalibration à chaque fois sur lequel je peux me reposer. Notamment si, tu vois, c'est aussi un truc de long terme, mais si dans 2 ans, je continue à faire un lancement pour ce produit, ce qui est toujours le cas, hein. Je refais des nouvelles versions de mes formations, je réécris des emails, je réécris des trucs. J'aime bien avoir un document qui synthétise le truc, que je me dis, ah ouais, c'était ça vraiment l'angle, c'était ça vraiment le positionnement, c'était ça les 3 bénéfices clés que je voulais mettre en avant. Et du coup, avoir un marketing qui est cohérent sur le temps, même là où moi, j'aurais pu potentiellement oublier exactement qui était mon client. Mais je te rejoins et je pense que c'est vraiment important d'écrire ça, quoi. Tu vois,
c'est bête, mais le fait d'ouvrir un doc et de te mettre à écrire, c'est beaucoup plus compliqué que de dire ouais, non, mais j'ai ça en tête, je sais ce que je vais raconter dans telle séquence, dans telle formation ou dans tel bouquin. Euh, Tu vois, tu passes à une étape supérieure et ça te permet aussi de documenter tes réflexions. On a noté la règle des 3 P. Alors, il y a toujours des règles avec des P en marketing. Je ne sais pas combien il y a de P. Il me semblait que en école de commerce, ils avaient 4 P. Les Mais quatre. là, rien n'est l'idée, il en a 3. Ouais, et qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Je me souviens quasiment plus des 4P marketing. Là, la règle des 3P, c'est globalement le positionnement, le packaging et puis le pitch. Et en fait, c'est intéressant parce que il arrive à différencier, par exemple, le positionnement de ton pitch, et c'est-à-dire du discours que tu peux avoir. Donc, le positionnement, c'est quoi? C'est globalement quel est ton projet, que ce soit un livre, une formation, peu importe, et à qui s'adresse, quelle est la cible principale de ce projet-là. Encore une fois, il n'y a pas de cible large, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse qu'aux gens intelligents, je m'adresse que aux auditeurs du podcast de Stan Leloup. C'est trop large. Ensuite, il y a la partie packaging qui est globalement ce que je suis en train de faire, à quoi ça va ressembler, comment ça va s'appeler, euh, euh, qu'est-ce que ça va comporter. Et donc, c'est un peu tout l'habillage, un peu le pack à cadeau. Et ensuite, il y a le pitch, le discours, qui est comment est-ce que là, vous allez prendre les notions de positionnement et de packaging pour décrire le projet, et notamment avec un angle bénéfice. Globalement, qu'est-ce que ça va apporter à une audience cible, à un acheteur potentiel, d'acheter ce produit-là. Voilà, c'est très clair, très, très court. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, on va rester sur les 3 P du positionnement et après on va du marketing plutôt et on va passer sur la section marketing. Donc comment est-ce que en gros la promotion. Parce que moi, quand je dis marketing, pour moi le positionnement, marketing. On va dire la partie promotion. Comment est-ce que Ouais. tu vas faire parler de ton livre? Le premier élément qui est vraiment intéressant, et ça je pense que c'est aussi un élément qui m'a beaucoup influencé dans la manière dont moi j'ai réfléchi à mon propre livre, parce que ce n'est pas quelque chose que je faisais avant, c'est de concentrer un maximum de force de frappe sur une courte période de temps. Et il parle du lancement du livre de James Altucher qui s'appelle et je zappe le bouquin de James Altucher. Est-ce que tu te souviens? Choose Yourself. Choose Yourself, exactement. Merci Alexis. Choose Yourself. Et en gros, il avait travaillé avec lui sur ce lancement et il lui avait dit tiens, il y a un article que j'ai envie d'écrire, il y a une interview que j'ai envie de faire. Il lui a fait écoute, économise tout, mets tout en réserve et on va tout balancer sur la semaine du lancement ou sur les 2 semaines du lancement. On va essayer de faire de matraquer le monde entier. Et il expliquait qu'il y avait quelqu'un qui avait tweeté ok, James Altucher, j'ai acheté ton livre, maintenant arrête d'être absolument partout parce que tu commences à me saouler. Et en gros, il disait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'être partout. Évidemment, tu ne peux pas être partout tout le temps, mais si tu prends une longue période de temps pour économiser un grand nombre de contenus et d'interviews et d'interventions et que tu le publies sur une courte période de temps, tu as l'impression d'être partout pendant une courte période de temps. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire quand j'ai sorti mon livre fin janvier, j'ai vraiment fait beaucoup d'interviews. On en a fait une d'ailleurs ensemble. Mais j'avais commencé en décembre, en fait, à faire des interviews. En décembre, je commençais à faire des interviews qui allaient sortir fin janvier. Et je les économisais. J'avais des trucs sur ma chaîne YouTube, j'avais des contenus, j'avais des emails, etc. que j'économisais. Et j'ai toujours tué au même moment pour avoir le maximum de présence. Et ici, il te dit que même si ce que tu veux faire, c'est durer sur le long terme, ça a du sens de concentrer tes ressources sur une petite période de temps et que c'est d'autant plus important à mesure que les gens ont beaucoup de choses qui vont être concurrents pour leur attention parce que ça te permet d'au moins de percer, disons, d'être au-dessus de l'océan d'informations, même pendant une courte période de temps, pour être sûr d'avoir marqué les gens. Évidemment, ça ne suffit pas pour le long terme, mais c'est important quand tu lances un produit. Et moi, c'est vraiment jamais comme ça vraiment que j'avais réfléchi. J'étais plus grossi de 10% par semaine et chaque semaine, tu rajoutes un contenu, tu plies et tu grossis le truc. Voilà, comme une boule de neige, justement. C'est comme ça que je réfléchis à mes vidéos YouTube. C'est comme ça, grosso modo, que je réfléchis à ma présence et à mon marketing en manière générale. Mais j'ai compris que pour le livre, par rapport à l'objectif que tu as, qui est d'en faire un élément de référence, euh, c'est peut-être plus productif d'avoir un gros push. Le problème du gros push, je pense, c'est que ce n'est pas très itératif. C'est-à-dire que tu as intérêt à avoir bien compris Ce que ton j'allais dire, ouais. positionnement, tes idées, etc. Tu peux pas sur une vidéo YouTube, si ton format n'est pas top, semaine après semaine, tu peux l'améliorer. Sur le gros push, tu as intérêt à avoir bien développé. Et c'est peut-être aussi pour ça que avant d'être un livre, ton idée devrait être un article.
pour comprendre si l'idée prend et comprendre la manière la plus virale de l'exprimer. Et avant d'être un article, ça devrait être une conversation pour être capable de la raffiner dans une conversation avec quelqu'un et comprendre peut-être les points faibles de ton argumentation. Et effectivement, c'est vrai que, je me souviens qu'on te voyait partout, sur fin janvier où tu as été invité un petit peu partout. En fait, tu vois, heu, moi, j'ai un peu plus de mal à faire ce trade-off. Tu vois, on me propose, de faire des interviews, à la fois écrites, de passer dans des podcasts, d'assister à des conférences et cetera. Et tu vois, je ne sais jamais, heu, quelle décision est la meilleure entre eux. J'attends et je repousse ça au risque que les gens le prennent mal et se disent: «Attends, il repousse, pendant ju 6 mois plus tard». Versus te dire: «Bah, est-ce que ton marketing, tu le commences pas pendant que tu es en train d'écrire le livre et que c'est pas, par exemple, une bonne opportunité de, je sais pas, faire grossir ta liste email, commencer à tester aussi, quelques éléments de langage sur ton livre et cetera». Tu vois, c'est super difficile de te dire, où est-ce que tu mets le curseur, quoi, entre, tu refuses tout et tu espères que, bah, les gens seront toujours dispo pour que tu puisses, parler de toi, du livre, et cetera, au moment où ça sort. Versus, bah, tu vois, continuer de faire grossir, faire parler de toi, faire en fait du marketing et de la promotion, bah, pendant l'écriture, par exemple. C'est pas simple, je trouve, je sais pas si toi tu as du coup peut-être un retour d'expérience, là-dessus, si tu prenais quand même quelques trucs, de temps en temps où vraiment tu as tout repoussé, sur un momentum précis? Moi, j'avais vraiment un problème de temps, c'est-à-dire que j'étais assez transparent dans mon approche, en fait. Tu fais une interview avec moi? Ouais, en ce moment, j'en fais pas. Je ferai pas d'interview avant telle date, mais parce que j'écris mon livre et j'ai pas le temps de faire d'interview. Mais quand mon livre est terminé, là, justement, je serai très dispo pour faire des interviews. Et donc, du coup, ce que je peux faire, c'est te recontacter à ce moment-là. C'est vraiment ce que je faisais. J'étais très transparent sur le fait que, techniquement, j'avais pas le temps de le faire et j'avais pas le temps de faire même mon propre podcast. J'avais pas le temps de le faire. J'avais pas le temps de faire de vidéos. Voilà, j'étais vraiment focus sur le livre. C'est pas que j'avais pas le temps de le faire. Disons que quand on dit j'ai pas le temps, ça reflète une question de priorité. C'est que je pouvais Bien pas sûr. me permettre de faire d'autres types de contenus et avancer suffisamment sur le livre qui prenait déjà beaucoup d'énergie. Donc, du coup, je choisissais de focaliser 100% de mon énergie ou proche de 100%. C'était jamais 100%, mais mettons, c'était proche de 100% de l'énergie créative qui était disponible en dehors des tâches de gestion et de management qui sont indécalables. Donc, c'est comme ça vraiment moi que je l'ai géré. Euh, Évidemment, je pense que le facteur ici, c'est vraiment euh, quelle est la base qui est installée. Je suppose que James Altucher, au moment où il sort son livre, il a déjà une base qui est installée. S'il avait zéro base, le problème, c'est que le gros push à partir de zéro base et à partir d'aucun message qui est raffiné, aucun positionnement, il peut être compliqué. Donc, du coup, tu as des chances qu'au contraire, ton gros push, comme il n'a aucune base pour être multiplié, il soit dispersé. Alors que s'il avait une base déjà, il aurait été multiplié. Donc, il y a un côté de construire la base au fil du temps, mais sur le lancement du produit en lui-même, essayer d'avoir un gros push à ce moment-là. La question, c'est est-ce que tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre, passer chez les gens une première fois et et voir avec eux si le jour où ça sort, ils peuvent pas, je sais pas, rediffuser l'interview, la Mmh. republier ou faire une autre interview, partager ton livre, tu vois, avoir un peu un deuxième coup qui est d'avoir un push à ce moment-là, mais ça n'empêche pas forcément de le construire sur le temps. Et je pense que la question, c'est comment est-ce que tu peux saturer le truc pendant une courte période, mais ça ne veut pas dire que la meilleure manière de se promouvoir, c'est de faire une courte période. La meilleure manière de se promouvoir, c'est sur le temps et d'avoir cet effet boule de neige au fil du temps. Mais pour pousser un produit en particulier, si tu veux, comme dans mon cas, avoir un livre qui va un peu saturer le marché, je ne peux pas saturer le marché en parlant à la fin de chaque vidéo. Parce que même si les vidéos vont être vues par beaucoup de monde, ça n'a pas un impact tu vois, global sur tout le monde. Donc, c'est comme ça que, en gros, c'est un peu une stratégie de barbell. C'est un peu deux trucs qui sont opposés, mais qui sont complémentaires et que tu ne veux pas faire souvent. Moi, cette stratégie de push-là, je l'ai vraiment fait qu'une fois, qui était pour le livre. Et je ne pense pas le refaire. Tu vois, il y a rien qui vraiment pourrait le justifier. Il n'y a rien qui me donnerait l'idée de il faut que je sature le marché. Mmh. Et je pense que c'est spécifique à un livre, parce qu'un livre, il y a un côté de si tout le monde en parle, si tout le monde le lit, tu as envie de le lire aussi. Tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres projets. Par exemple, sur une formation, ça n'a pas vraiment de sens nécessairement d'essayer de saturer le marché en parlant à tout le monde. Au contraire, il vaudrait mieux la construire au fil du temps, pourcent par pourcent, et optimiser tes trucs au fil du temps, plutôt qu'essayer de dire, tiens, je vais en parler à tout le monde et tout le monde va avoir envie de l'avoir. Donc, c'est aussi spécifique au livre, mais tu vois, à d'autres trucs. À la musique, si tout le monde écoute cette musique, il y a un effet vraiment exponentiel. Et au film, si
tout le monde a vu ce film, tu as envie de le voir parce que tu peux en parler ensuite avec tes amis. Et donc, du coup, pour un film, c'est pareil. Un film, c'est un gros push marketing sur une courte période pour que tout le monde aille le voir au même moment et en parle au même moment, plutôt que dire, bah, tiens, les gens vont le regarder sur 6 mois, et ils vont le regarder quand ils veulent et on va faire un drip de marketing. Pour que le film fonctionne et cette viralité elle se bouche-oreille, c'est un gros push marketing sur une courte période de temps. Et je pense que dans certains aspects, le livre se présente de la même manière. Ouais, c'est un jeu de statut et c'est quel signal tu as envie de renvoyer sur ça, tu vois. Si tout le monde commence à parler du livre de Stan Leloup, bah, tu te dis, attends, si moi je le lis pas, est-ce que je passe pas à côté d'un truc Donc ouais, effectivement, tu as, un gros jeu, ouais, c'est un énorme signal et c'est pareil pour les films, par exemple. Ouais. Le point suivant, extrêmement intéressant en termes de promotion, c'était le concept d'influenceur versus les médias. Donc, Ryan Holiday explique ici, et je cite, j'ai vu un post Instagram d'une personne influente faire exploser un livre sur Amazon. Dans la même période, un profil sur le New York Times, sur le même projet, avait quasiment aucun impact. Quand une vraie personne, un vrai humain que les gens, en lequel les gens ont confiance, dit ce truc c'est bien, ça a un effet que aucune marque, aucune pub, aucune institution sans visage ne peut avoir. Donc, l'idée ici, c'est que Ok, les ouais. gens surestiment potentiellement l'impact des médias et que les influenceurs sont beaucoup plus puissants et que finalement, tu ne vends pas beaucoup de livres en passant dans les médias, ce qui est aussi mon expérience. Effectivement, et je pense que, tu vois, ça revient un peu à multiplier aussi les points de contact. C'est-à-dire que les médias, si tu regardes par exemple en France, tu n'as pas non plus 40 000 médias possibles. Et par exemple, si tu parles d'un livre de marketing, bah, tu peux vite faire le tour des médias que moi j'appelle un peu mainstream. En revanche, tu peux toucher beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus directe euh, des petites niches que tu vas multiplier qui, in fine, vont faire que ton livre va mieux se vendre si tu vas toucher des personnes qui sont reconnues sur leur sujet, qui ont aussi leurs petites audiences, parce que les gens font aujourd'hui beaucoup plus confiance à la personne qui a derrière versus un média. Et ce que rajoute Ryan Holiday, c'est que il explique qu'en gros, les médias ont déjà du mal à faire venir des gens et à vendre leurs propres produits, leur propre espace publicitaire, etc. C'est etc. brutal. Donc, Ils ont du mal à faire payer les gens pour c'est- leurs propres produits. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir vendre le tien? Ça fait mal. exactement. Et en vrai, mais en vrai, c'est une bonne. Alors, elle est tirée. La réflexion est vraiment tirée jusqu'au bout, mais c'est une bonne. En vrai, c'est une bonne façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que du coup, tu vas passer du temps à faire du relationnel, à aller chercher le bon interlocuteur dans le Figaro ou dans le 20 minutes, alors qu'en fait, peut-être que avec quelques contacts, tu peux aller toucher 3-4 influenceurs qui, in fine, il faut pas oublier qu'en fait, euh, ton objectif, c'est d'aller vendre le plus de livres possible dans ce cas-là, tu vois. Et que, tu sais, c'est souvent un peu la fame où tu préfères passer sur un plateau télé et dire à toute ta famille, voilà, je suis passé sur, j'en sais rien, BFM, France TV, j'en sais rien, versus, et peut-être qu'en fait, tu vas en vendre, tu vendras rien du tout derrière et que ça t'apportera pas grand-chose, versus être dans des médias qui sont très, 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 très spécialisés et dans lesquels tu es sûr de toucher la bonne audience qui va pouvoir acheter ton livre, ton produit ou autre. Euh, niveau média, il y a un autre élément qui est connecté à ça, qui est une grande spécialité de Ryan Holiday, qui est le newsjacking, le fait de te connecter à des effets d'actualité pour pouvoir faire parler de toi et essentiellement connecter ton produit ou ton discours à un effet d'actualité. Alors, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de prendre des tendances et de se les réapproprier pour faire parler de soi et de son projet. Et en préparant l'épisode, je prenais un peu l'exemple de certaines de tes vidéos qui surfaient sur une tendance ou sur un sujet un peu brûlant ou d'actualité que tu pouvais te réapproprier. Je ne sais pas si toi, tu as un retour d'expérience là-dessus, si tu penses que c'est une bonne manière de faire ou pas. Ou alors si même tu vois des points négatifs, par exemple, à ce genre de contenu. C'est vraiment une bonne manière de faire parce qu'en fait, il faut comprendre que, par exemple, si tu es sur YouTube, mais ça s'applique à n'importe quel média, mais je vais prendre l'exemple de YouTube, qu'est-ce qui va faire que les gens cliquent sur ta vidéo? Pour moi, la théorie, le modèle mental que j'ai, c'est le suivant. Les gens cliquent sur ma vidéo si je leur parle de quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais que je leur dis quelque chose de nouveau dessus.
C'est-à-dire, tu ne peux pas faire une vidéo qui te dit quelque chose que tu connais déjà. Je ne peux pas faire une vidéo qui s'appelle le business en ligne, c'est un job de rêve et espérer que ça devienne viral. Pourquoi? Parce que c'est un truc que les gens ont entendu 1000 fois. D'un autre côté, je ne peux pas te parler d'un truc dont tu n'as jamais entendu parler. Si je te parle, si je fais une vidéo sur un outil obscur de web marketing dont personne n'a jamais entendu parler et que je te dis un truc nouveau dessus, bah, tu n'as jamais entendu parler de ce truc. Donc, il faut que je trouve un truc que tu connais, une familiarité, que je te dise quelque chose de nouveau dessus. Donc, c'est l'impact, par exemple, d'être, si tu es un petit peu connu, tu mets ta tête dessus et du coup, les gens ont envie de te voir parce qu'ils ont une familiarité avec toi. Mais les gens la manière dont tu vas grossir ton audience, c'est toucher des gens qui ne te connaissent pas, donc ils n'ont pas de familiarité avec toi, donc tu ne peux pas te retrouver sur cette familiarité. Il faut que tu te retrouves sur une autre familiarité. Donc, moi, dans certains cas, j'ai fait de la familiarité sur des éléments d'actualité, mais c'est relativement rare pour moi, pour plusieurs raisons, qui sont que je ne produis pas mes vidéos aussi vite que ça, et surtout, j'ai peur que ces vidéos-là, elles se périment. Donc, il faut vraiment qu'une vidéo d'actualité soit colossale pour qu'elle ait du sens. Le coronavirus, c'était énorme pour moi. J'avais fait plutôt une vidéo, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur l'élection présidentielle de Macron. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps. Elle avait marché cette vidéo, mais elle n'avait pas cartonné et elle n'a pas une longévité si forte que ça. Donc, souvent, je préfère trouver un élément qui est familier, mais qui ne se périme pas. Dans mon cas, par exemple, le Loup de Wall Street, PNL, ça ne se périme pas. C'est une vidéo qui continue à avoir un bon backlog, ce genre de choses. Tu vois. Donc, l'idée, c'est de trouver un élément sur lequel les gens ont une familiarité. L'avantage d'avoir un élément d'actualité, c'est qu'il va y avoir peut-être plus de partage. Parce que c'est un élément d'actualité dont les gens parlent. Donc, ma vidéo coronavirus a été très bien partagée. J'avais des vidéos qui étaient dans Télérama. Télérama postait mes vidéos. Il devait avoir un stagiaire ou quelque chose qui postait. Donc, j'ai plusieurs vidéos qui étaient sur Télérama, notamment Thibaut versus Squeezie sur C'est marrant, l'histoire ça n'a pas des de lien vidéos direct. sponsorisées. Il y en avait une autre qui était sortie. Ouais, et l'affaire du lama fâché, qui était aussi un truc de donc, Oh, What the Fake, le lama fâché, l'affaire Antoine Ouais. Bem. C'était un truc qui était aussi un truc d'actualité. Il me semble que ça avait été dans Télérama. Donc, tu auras peut-être plus de partage et plus de viralité autour d'un truc d'actualité, mais il aura peut-être moins de longévité, moins de backlog. Donc, c'est pour ça que moi, je ne privilégie pas forcément les éléments d'actualité. Je privilégie les éléments que les gens vont reconnaître. Après, si tu as un élément d'actualité, ça peut être le beurre et l'argent du beurre dans certains cas, mais évidemment, les gens seront moins intéressés sur un truc d'actu dans 2 ans. Donc, ça, c'est peut-être le point faible. Ceci étant dit, ça reste une stratégie qui est très efficace. Par contre, je trouve que beaucoup de gens ne l'utilisent pas très bien. C'est-à-dire que autour du coronavirus, il y a eu plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Tu vois, des gens qui essaient de s'insérer dans le coronavirus et de montrer en quoi leur truc avait un lien avec le coronavirus qui n'avait aucun sens. Et moi, j'avais même un client qui me posait cette question qui était OK, mais donc le gars, tu vois, il fait un service B2B pour les entreprises, etc. Comment est-ce que je fais pour valoriser mon truc dans le cadre du coronavirus? Dire, la connexion, elle n'était pas là. La connexion n'était pas là. Tu peux essayer de la forcer. Ça ne va pas t'apporter de l'attention. Tu vois, si ce n'est pas un truc qui est unique, moi, ce qui marchait pour moi sur le coronavirus, c'était de trouver l'angle psychologique dans le coronavirus, puisque c'est en gros la marque de ma chaîne, c'est toujours de trouver l'angle psychologique dans plein de trucs. Ça se décline assez bien. C'est une force, ça se décline dans beaucoup de cas. Mais souvent, la connexion, elle n'est pas là et essayer de la forcer n'a aucun sens. Et en ce moment, on a rebelote et c'est encore pire avec les manifestations aux États-Unis, etc. Et tout le monde essaye de connecter sa marque à ces événements. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Tu vois, et pourquoi essayer de le faire? Je veux dire, tu n'es pas obligé, tu vois, de le faire. Et le truc, c'est que cette stratégie sert à gagner de l'attention. Ça marche à gagner de l'attention que si ce truc, ça fonctionne et c'est unique et c'est intelligent. Le faire pour le faire, mais que ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Faire une vidéo sur un sujet, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur le coronavirus qui n'ont pas du tout marché. Ou tu as n'importe quoi faire une vidéo sur de l'actu, ça ne marche pas automatiquement. Ça marche, tu as vraiment un truc unique et nouveau à dire. Donc, c'est pour ça que je saute pas non plus dessus. J'en ai fait quelques-unes, mais grosso modo, il y a beaucoup, beaucoup de trucs d'actu que je laisse couler parce que je suis soit pas assez rapide, soit je suis pas si intéressé que ça par le sujet, soit je préfère faire une vidéo qui va durer plus longtemps, ou soit tout simplement je vois pas un truc qui est unique à dire. Donc c'est pas si facile que ça de le faire. Par contre, ça peut être puissant. Ça peut partir vite et ça peut faire des grosses vidéos. D'un côté, tu vois, ça peut monter très très vite. C'est-à-dire que ça peut devenir le potentiel viral, il est énorme. Mais de l'autre, en fait, tu peux aussi perdre complètement crédibilité, tu vois. Moi, j'ai vu pas mal de freelance te dire, voilà, on peut plus faire d'événements, du coup, bah, il y a une énorme opportunité, il faut faire du webinar, du digital, etc., etc. Mais OK, so what, quoi. Enfin, c'est pas ça les entreprises, elles sont pas, enfin, c'est pas comme ça que tu vas les toucher et les adresser. Effectivement, ouais,
maladroitement te réapproprier des choses actuelles en fait, qui vont desservir plus qu'autre chose ce que tu es en train de faire parce que ça renvoie pas le bon signal, je pense. Ouais, carrément. Et voilà, c'est un peu de expérience quand tu fais comme ça, tu veux surfer sur de l'actualité. En fait, tu surfes sur un feeling. Tu vois, tu surfes sur un feeling, sur ce que les gens pensent. Il faut vraiment que tu comprennes de manière vraiment profonde là où en sont les gens et ce qu'ils ont dans leur tête et en gros ce qui va les prendre à contre-pied. Donc, ce qui va être nouveau sur un truc qu'ils connaissent déjà, il faut comprendre la perception exacte. Donc, il faut que tu comprennes la perception que les gens ont dans certains youtubeurs. Si tu veux faire une vidéo sur ce youtubeur, dans certains événements pour faire une vidéo sur cet événement, il faut avoir une vision assez fine. Et si ta vision est pas fine là-dessus et si tu es un peu bourrin sur ton approche, en fait, ça ne marche pas parce que tu n'arrives pas à dire quelque chose de nouveau et de surprenant. C'est parce que ce que tu dis, c'est évident. C'est parce que ce que tu dis, les gens ne comprennent pas l'intérêt du truc. Donc là, il y a vraiment une marge fine qui est, les gens doivent se dire ce que tu dis, c'est nouveau et c'est bizarre. En même temps, c'est vrai, ils s'y reconnaissent. Tu vois. Donc, c'est vraiment un truc d'équilibrage. Mm. Il faut vraiment avoir un feeling de la perception. C'est aussi une des difficultés pour moi de faire des vidéos d'actu. Par exemple, si je fais une vidéo sur le coronavirus, il faut que j'aille faire ce que je fais jamais, lire beaucoup de médias français pour comprendre comment ils en parlent, en fait. Pour comprendre et voir beaucoup d'autres vidéos sur le coronavirus et leurs commentaires pour comprendre le, la perception que les gens en ont et les thèmes qui reviennent et ce que les gens considèrent comme acquis. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien que j'arrive avec mes gros sabots pour leur dire un truc qui est considéré comme acquis. Et inversement, quelles sont les idées qui sont un peu controversées, qui sont un peu edgy, mais que moi, je pense pouvoir défendre solidement. Parce que je pense que cette idée-là, elle est bonne, mais le grand public l'a pas. Donc, il faut vraiment avoir… Tu vois, c'est compliqué en termes d'équilibrage. Même pour moi, je ne dirais pas que là-dessus, j'ai confiance à tous les coups dans ma capacité à vraiment trouver le bon équilibre parce que la news, ce n'est pas forcément ma spécialité. Voilà, ça serait comme ça que tu te positionnerais sur ce genre de sujet. Comment est-ce que tu es sur quelque chose qui est juste un peu au-delà de ce que les gens sont prêts à accepter pour les amener sur un truc qui est nouveau, mais en même temps qui sont prêts à accepter et qui n'est pas totalement extérieur. C'est un vrai équilibrage, mais effectivement, ça peut être assez puissant si tu arrives à le faire bien. Le point suivant et la dernière section du livre de Ryan Holiday, c'est ce qu'il appelle la plateforme. Donc, c'est ton audience, mais en fait, c'est plus large que l'audience. Donc, je vais citer la Ouais. définition que lui il donne de plateforme. Dans ma définition, une plateforme, c'est la combinaison de tous les outils, les relations, l'accès et l'audience que tu as construit et que tu peux amener sur ton travail créatif, non seulement une fois, mais sur l'ensemble de ta carrière. Donc, ici, en gros, il te propose de dézoomer de le marketing de un livre à comment est-ce que sur le temps, livre après livre, tu vas promouvoir ce que tu fais. Et s'il y avait une citation que j'aime beaucoup, c'est que le meilleur marketing que tu peux faire pour un livre, c'est d'écrire le suivant. Donc, la meilleure manière de vendre beaucoup de livres, si tu veux être auteur professionnel, c'est d'écrire un autre livre et de le promouvoir et de continuer ta carrière. Donc, de la meilleure manière de promouvoir la vidéo que je viens de faire, c'est de faire la prochaine vidéo, puisque je sais que la prochaine vidéo, les gens vont la découvrir et vont aller voir les vidéos que j'ai fait avant. Il y a effectivement, si on rentre un petit peu dans les différentes manières de construire cette plateforme qui va plus loin que l'audience, un des points qui est là pour le coup pas très surprenant pour les personnes qui vont écouter ça, mais c'est la partie base email, base d'abonnés. Je sais que tu en parles souvent et je sais que surtout Ryan Holiday en a beaucoup parlé. Il y a d'ailleurs des très très bons articles où il explique la manière dont lui a construit ça. Et une des choses intéressantes qui est souvent répétée, et je pense que c'est quand même intéressant d'en reparler, c'est en fait quand tu commences à te dire il faut que je commence à me créer cette plateforme avec ce positionnement et commencer à avoir une petite audience, c'est déjà presque trop tard en fait, parce que ça veut dire que tu te poses cette question presque trop tard. Et l'idée, c'est, lui, ce qu'il te dit, c'est que s'il avait un seul conseil, ce serait construisez votre liste. Construisez une base d'email solide qui va vous accompagner avec le temps, quels que soient vos projets. Et je trouve que c'est encore quelque chose qui est, tu vois, qui est pas souvent pris en compte. Moi, je le vois plutôt sur un environnement freelance. L'idée, c'est pas d'avoir non plus des dizaines de milliers de personnes pour commencer, mais déjà avoir une petite base de personnes qui peuvent suivre votre travail, vos réflexions, euh, et qui du coup, en fait, seront dans les starting blocks le jour où vous avez quelque chose à proposer qui sort un peu de ce que vous avez pu faire avant, ou en tout cas même un premier produit payant, comme par exemple un livre. Et ça vous assure aussi à terme une traction. Vous êtes
vous savez que y a potentiellement des ventes qui vont arriver et ça donne aussi, encore une fois, un bon signal externe sur le fait que, OK, des gens l'ont lu, des gens ont commenté, des gens ont partagé et donc c'est un bon signal positif que ce que tu viens de faire, c'est quelque chose de qualité. Donc, le conseil de construire une liste email et l'importance de construire une liste email, c'est un truc dont on parle souvent dans le domaine du marketing. Évidemment, moi, c'est un de mes thèmes principaux sur mes formations, de comment est-ce que tu développes cette liste. Parce que pour moi, si tu n'as pas de liste, c'est quasiment impossible de gagner de l'argent et de vendre. C'est très, très compliqué. Alors, ça reste la meilleure manière de vendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que Réalité n'est pas un web marketer nécessairement. C'est quelqu'un qui va vendre des livres sur du mainstream, des grands best-sellers américains. Et lui, il va quand même te dire l'email est le roi, notamment parce que l'email, c'est évidemment le canal que tu peux contrôler et posséder et qui peut t'accompagner pendant longtemps. Et sur ce domaine de l'impact de l'emailing dans le mainstream, j'ai adoré l'anecdote qu'il donne sur le comique américain Kevin Hart. Kevin Hart. Donc, Kevin Hart, aujourd'hui, c'est le plus gros comique au monde. Je ne sais pas si en France, les gens savent vraiment qui c'est. Pas tant que ça. Pas donc ça. Tu vois, ouais, celui qui est très, très connu, c'est, comme par hasard, j'ai plus son nom, mais celui qui a inspiré notamment tous les Gad Elmaleh, etc. Seinfeld. Mince. Ouais, exactement. Tu vois, bon, qui a une autre forme d'humour, etc. Mais tu vois, Kevin Hart, moi, je l'ai découvert, je pense que je l'ai découvert avec ce bouquin-là, que j'ai ensuite été faire quelques recherches, parce que je trouvais que justement l'histoire que tu racontais est assez intéressante. Donc, Kevin Hart, voilà, c'est un mec. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui s'appelle Can't Make This Up, qui a été d'ailleurs ghostwrité par Neil Strauss, l'auteur de The Game, mais il a une autobiographie qui est géniale. Et c'est un mec qui te raconte, en gros, c'est toujours intéressant de comment est-ce que ce mec qui est un comique et qui a commencé en faisant du stand-up est devenu en gros le plus gros stand-up au monde, une méga superstar au cinéma et a construit tout un empire autour. C'était le premier mec à faire un partenariat avec Nike qui n'est pas un athlète, par exemple. Et c'est juste un mec qui est, il est tout petit, il est super, il n'est pas très grand. Et il a fait ce partenariat avec Nike. Enfin, il y a vraiment l'empire qu'il a construit. Il a aussi d'ailleurs un documentaire sur Netflix de plusieurs épisodes sur lui. Et tu regardes ses specials sur Netflix. Ce truc, c'est un Excellent. stade, c'est gigantesque. Enfin, le mec est énorme. Bref, il est énorme, mais t'expliques comment est-ce qu'il a commencé. Il a commencé en faisant des films qui ont pas trop marché. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été faire du stand-up. Il a été dans toutes les villes des États-Unis à faire des petits stand-up. Et dans son show, il mettait une carte de visite sur le siège de chaque personne pour dire bah tiens, Kevin Hart a besoin de savoir qui tu es et demander leur adresse. Et comme ça, il s'est construit une liste email à la mano, un par un, en faisant du stand-up autour du pays. Et bien sûr, à chaque fois qu'il revenait dans ta ville, il faisait bah tiens, t'as aimé mon dernier show, viens, et puis amène tes amis, et il pouvait repromouvoir son truc. Et petit à petit, comme ça, il pouvait grossir sa liste, il pouvait grossir son audience, et il pouvait avoir des salles de plus en plus grandes. Et il a fait ça pendant 4 ans. Évidemment, une fois qu'il avait cette audience-là, il était capable d'aller négocier avec des studios et de faire levier là-dessus pour dire voilà, ben, faites un film avec moi. Moi, j'ai une audience, je peux le promouvoir, je peux remplir des salles de cinéma. Et je ne connaissais pas cette histoire-là. Alors pourtant, c'est un mec que j'ai pas mal suivi, mais c'est vraiment très intéressant. Tu vois, imagine un mec qui est un comique de stand-up, qui fait des films, etc. Il construit sa liste email et c'est un de ses Ouais, actifs c'est les plus incroyable. importants. Pour quelqu'un comme moi qui a passé son temps à te dire ça, tu vois, mais dans le contexte toujours du business en ligne, vendre des formations, voir un mec qui est dans un contexte totalement opposé et un des mecs qui est le plus mainstream au monde, hein. C'est vraiment colossal, Kevin Hart, et c'est vraiment dans, dans le monde entier, dès que c'est un petit peu anglophone, etc., il avait la même stratégie. Mais regarde, c'est exactement ce qu'avait fait PNL sur une de leurs campagnes où ils avaient récupéré un nombre colossal, des centaines de milliers de numéros de téléphone, parce que c'était le seul moyen où tu faisais un numéro et puis tu entendais un son un peu inédit de ce qu'ils avaient produit. Ça, c'est un exemple monstrueux. Aujourd'hui, ils n'utilisent pas cet asset-là qu'ils ont sur les numéros de téléphone, mais si, ils l'ont utilisé pour quand ils ont fait un shop éphémère dans Paris pendant quelques jours. Ils ont envoyé un texto à toutes ces personnes-là. Et donc là, tu as un asset incroyable. Et j'avais récemment sur le podcast Tribu Indé un vidéaste qui s'appelle Louis et qui a une chaîne qui s'appelle Grain sur YouTube. Et en fait, c'est un des rares qui tout de suite collecte
des emails et je vois très très peu de youtubeurs, même des youtubeurs entertainment, enfin sur du divertissement, qui font qui font cette étape-là. Mais par exemple, je pense par exemple à un McFly et Carlito. S'ils faisaient ça alors que je sais qu'ils sortent des jeux de société, des livres, ils font des spectacles, etc. Alors, je me dis la puissance de ce qu'ils pourraient récupérer. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu es dépendant quand même d'une audience qui est sur Instagram, qui est sur YouTube, etc. Là où en fait, le mail, quoi qu'il arrive, bah, tu auras toujours ces mails-là, tu auras toujours un contact privilégié avec ces gens-là. Et je trouve que c'est émancipé du jeu des plateformes, des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, etc. etc. Carrément. Il parle ensuite du concept des 1000 vrais fans et des 100 vrais fans. Euh, Est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur cette idée-là? Parce que c'était intéressant, on en parlait avant d'enregistrer sur les idées que toi, tu avais par rapport à ça et la connexion que tu avais faite. En fait, lui parle effectivement de la théorie des 1000 vrais fans, qui est une théorie qui a de mémoire été un peu popularisée par un type qui s'appelle Kevin Kelly, qui te dit bah, globalement, si tu arrives à avoir 1000 vrais fans engagés, bah, ça te permet de vivre, de créer un business. Et donc, on en revient sur cette liste email. Et il y a je pense qu'il y a 2-3 ans, Lee Jin, qui a bossé dans un fonds d'investissement américain, avait justement parlé plutôt des 100 vrais fans. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ça de 10 et l'expliquer pourquoi est-ce que bah, en fait, avoir peut-être 100 vrais fans est peut-être beaucoup plus puissant qu'avoir 1000 vrais fans. Et en fait, elle prend un exemple assez intéressant sur… en gros, l'idée, ce dont je parlais juste avant avec toi, Stan, c'est que, en gros, aujourd'hui, tu as pas mal, notamment sur YouTube, des créateurs qui ont mis en place des Patreons. C'est généralement des YouTubeurs qui ont une audience conséquente. Et donc, tu as des Patreons donc, où en fait, les, les gens peuvent soutenir avec 1, 2, 3, 5 euros, 10 euros. D'ailleurs, on en voit certains podcasteurs qui font ça. Et donc, tu peux effectivement facilement collecter 100, 150 euros par an pour un créateur, enfin pour une personne de ton audience. En revanche, si tu veux, tu arrives très très vite à un plafond qui est, bah, en fait, sur ce modèle-là, tu peux difficilement faire payer beaucoup plus cher les gens. Et donc, bah, il te faut vraiment une masse très, très critique pour faire décoller ton business, en tout cas passer au niveau supérieur. Parce qu'en fait, entre faire payer quelqu'un 100 euros à l'année ou plutôt que lui faire acheter un produit à 1000 euros par an, en fait, le jeu, il est complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, quand en fait, quelqu'un te soutient pour ton travail et te donne 5-10 euros par mois, il le fait d'une manière, en gros, le signal qu'il a envie de t'envoyer, c'est bah, je soutiens ce que tu fais, je trouve ça vraiment cool, continue. En revanche, quand tu es en train de vendre quelque chose qui est à plus de 100 euros, à 200 euros, 300 euros, 500 euros, et que tu offres autre chose, je sais pas, une communauté, un produit, un accompagnement, peu importe, en fait, ton échelle de valeur n'est pas du tout le même quand tu es le client final. Là où avant, tu étais là juste pour soutenir et tu n'attendais pas grand-chose, si ce n'est que le créateur continue de faire ce qu'il fait. Quand tu es sur un panier moyen plus élevé, il faut que tu te places à la place de ce client-là en te disant, OK, de manière égoïste, pourquoi est-ce que moi, en tant que client, je vais aller soutenir ce créateur et lui acheter bah, même un bouquin ou je sais pas, un accompagnement, une formation, bref, un produit à plus de 100 euros. Et il y a une notion beaucoup plus égoïste à mesure que le prix de tes produits et de tes services est élevé. Et je trouve que c'est intéressant du coup de réfléchir déjà à ça dès le départ. Parce que c'est compliqué de passer d'un petit panier moyen à d'un coup un gros panier en ayant potentiellement le même positionnement, la même offre et juste un discours un peu différent. Ben après, du coup, tu n'aurais pas la même offre. Il faut que tu aies une offre qui apporte de la valeur. Je pense que comme dans le cas de l'emailing, c'est un truc où c'est quasiment une garantie. C'est-à-dire que c'est quasiment une garantie qu'une personne qui a une audience gagnera plus d'argent en capturant des emails et qui gagnera plus d'argent en vendant des produits qu'en se reposant sur soit du financement participatif, soit de la pub. Ton audience sera toujours mieux monétisée en vendant quelque chose. La réflexion que je me fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs, tu vois, surtout si de toute manière, tu es assez gros. Si tu es gros et que tu peux générer 10 000 euros par mois en financement participatif et en pub, à la limite, tu t'en fous de pouvoir générer 50 000 euros en vendant des produits. Tu vois, peut-être que ça ne fait pas une différence pour toi. Là où ça fait une vraie différence, c'est quand tu es trop petit pour pouvoir fonctionner sur le financement participatif. C'est-à-dire que si tu as une audience de 10 000 abonnés, en pub ou en financement participatif, tu iras nulle part.
Alors que tu peux avoir une audience de 10 000 abonnés et gagner ta vie en vendant des produits si tu réponds à un problème spécifique et que tu as des gens qui achètent ton produit. Si on parlait ici du principe que chaque client vaut 1 000 euros, bah, il te suffit d'avoir, mettons, 10 clients. Si on veut revenir sur nos 10 000 euros de la personne en financement participatif, il faut que tu aies 10 clients voilà, si tu as 10 000 abonnés, tu peux avoir 10 clients par mois. Ce n'est pas très compliqué sur un produit à 1 000 euros et donc tu peux t'en retirer comme ça. Donc, beaucoup de choses deviennent viables à petite échelle, mais même pour les gens qui sont à grande échelle, s'ils ont envie d'avoir de l'ambition et de faire des trucs, ça a du sens. Donc, on parlait d'un mec comme Kevin Hart, c'est aussi le concept un peu des rappeurs qui vont faire levier sur leur musique pour construire tout un empire autour de ça. Il y a certains célébrités qui vont aussi faire ça, il y a certaines personnalités qui vont le faire, il y a certains youtubeurs qui le font. Par exemple, je pense à Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un mec qui est connu sur YouTube, mais qui ne se contente pas de faire ça. Il fait des spectacles, il vend des jeux de société, il vend des livres, et il fait tout un tas d'autres trucs à côté. Si tu as envie de le faire, et c'est quasiment sûr que ça représente beaucoup plus pour lui, in fine, que simplement ce qu'il pourrait avoir sur… voilà, en fait, en sous-monétisant ton audience, parce que pour chaque personne qui regarde tes vidéos YouTube, tu gagnes quelques centimes. Et pour chaque personne qui te finance, tu gagnes quelques euros, mais c'est qu'une fraction qui le font. Donc, ouais, vas-y. Ça pourrait être un autre débat, mais tu vois, c'est un petit peu, je ne sais pas si tu as vu un petit peu, tu as observé un peu le phénomène de Substack ces derniers mois et ces dernières semaines, avec tout ce concept de passion economy, etc. Et du coup, Donc, en explique un France, peu ce qu'est Substack pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec cette plateforme. Alors, l'idée, c'est que Substack, c'est un outil de mailing, donc de newsletter, qui est en fait un outil qui, la promesse, c'est de permettre à n'importe quel créateur de pouvoir monétiser son contenu de manière très, très simple. L'idée, c'est que ça fonctionne comme un outil newsletter, mais très, très simple, un peu à la manière d'un Medium quand on écrit des articles, avec une interface qui est super, super facile pour quelqu'un qui n'est pas technique. Et l'idée, c'est que on peut mettre ce qu'on appelle un paywall et permettre aux gens de payer pour un contenu exclusif et donc payer un abonnement par exemple de 5 ou 10 dollars par mois pour avoir accès à certaines éditions bien spécifiques ou certains podcasts audio, etc. Et ces outils-là, enfin cet outil-là rentre un peu dans ce phénomène passion economy où tout le monde peut vivre de sa passion, etc. Et en France, moi je l'ai vu, il y a beaucoup de créateurs qui se sont mis justement à créer une newsletter sur Substack et à commencer à la monétiser. Et en fait, avec l'état d'esprit, plutôt tu vois, de ces donations, plus que d'avoir une proposition de valeur qui est très, très claire, ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves très, très vite sur quelque chose qui a du mal à prendre, où tu n'as que quelques personnes qui payent et donc tu mets énormément d'efforts et d'énergie dans un contenu qui va être vu par quelques personnes parce que c'est du contenu exclusif que tu réserves à une communauté payante, etc. Et ce que tu dis, en fait, ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure où c'est intéressant de se mettre dans la tête de quel est le positionnement que je veux avoir avec mon produit et ce que j'ai envie de vendre, parce que, à moins d'avoir une taille critique et comme par hasard, les exemples que Substack prend, notamment Stratechery qui fait quasiment, je crois, plusieurs millions par an, bah oui, en fait, il a déjà une crédibilité qui est énorme, il avait une audience avant ça qui était énorme et donc, oui, c'est beaucoup plus simple derrière de monétiser ça. Mais quand tu Surtout pars le de point zéro, important chez Stratechery qui fait du coup des newsletters sur la tech et notamment l'aspect stratégique de la tech, c'est qu'il répond à un problème en fait spécifique pour une certaine exactement. personne. Et il me semble que ça une newsletter coûte 150 dollars par an, un truc comme ça, on va dire, dans ces eaux-là. Ouais, ouais. Il répond à un problème spécifique, c'est-à-dire qu'il écrit des newsletters gratuites une fois par semaine et il fait une newsletter par jour qui est payante. Mais il va s'adresser à des gens qui sont soit des investisseurs ou des VC ou des gens qui sont dans le domaine de la startup et qui du coup tirent une grosse valeur ajoutée de ces insights supplémentaires. Et il y a beaucoup d'autres personnes que je suis qui font du Substack. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Brian Hobart qui fait aussi de la finance, de l'investissement. Mais finalement, ils ont tendance à résoudre un problème précis. Et là, on retombe sur des problématiques, en fait, ni plus ni moins que moi, ce dont je parle tout le temps sur la formation, c'est-à-dire avoir un problème dur, comprendre quelle est la douleur et l'urgence que tu résous pour les gens et pourquoi est-ce qu'ils vont payer pour. Et c'est souvent ces newsletters-là qui fonctionnent le mieux. Tu vois, il y a l'audience, mais lui, il a commencé sans audience. Après, tu vois, il l'a monté au fil du temps, son audience sur ses newsletters gratuites une fois par semaine. Je crois que c'est le vendredi que c'est gratuit. Mais comme il résout un problème pour une certaine population et que cette population est prête à payer pour résoudre ce problème, ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment là où se trouve le levier. Parce que quand tu fais du contenu gratuit,
tu peux ne pas résoudre de problème et quand même avoir de l'audience. Le problème, c'est que la conversion de cette audience en payant va dépendre principalement du fait que tu résous un problème pour lequel ils sont prêts à payer. Et du coup, tu vas avoir des taux de conversion. Imagine un YouTuber gaming qui décide de faire un livre versus un YouTuber, je ne sais pas, nutrition et qui explique aux gens comment résoudre des problèmes de santé, qui a peut-être 100 fois moins d'abonnés, mais qui va faire un livre. Tu vois, le YouTuber gaming, il va faire un livre et c'est des gens qui vont l'acheter par curiosité. Le YouTuber de nutrition qui t'explique comment résoudre un problème de santé super important, quasiment tous ses abonnés engagés vont acheter son livre parce que ça a le potentiel de changer leur vie. Et donc là, c'est vraiment la taille de l'audience. Du coup, ce n'est plus un aussi bon proxy pour expliquer le potentiel d'une idée. Voilà. Après, évidemment, si tu peux avoir une grosse audience plus un besoin fort, c'est excellent. Mais dans certains cas, le besoin de l'audience va avoir un effet multiplicateur, peut-être, tu vois, de x100 sur la valeur d'un abonné, sur la valeur d'un email. Et on en revient à justement ce concept de perennial seller. Si tu as envie de créer quelque chose qui va rester dans le temps, il faut que tu adresses à la fois des concepts qui sont impérissables et surtout des sujets qui vont directement intéresser, résoudre une problématique et éveiller suffisamment la curiosité pour que, au fur et à mesure des années, les gens continuent d'acheter ce livre-là. Et par exemple, tu prends influence et manipulation, en fait, la psychologie humaine, qu'on le veuille ou non, ça intéresse toujours les gens. C'est quelque chose qui est incontournable. C'est quelque chose qui ne va pas se périmer avec le temps. Et parce qu'il y a aussi il y a eu un besoin à un moment donné d'écrire ce livre-là pour répondre, pour mieux comprendre les interactions entre les personnes avec des bonnes histoires, etc., etc. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour ceux d'entre vous qui avaient l'oreille assez fine, je m'excuse pour la qualité de son. J'ai conscience qu'il y a un écho de malade. Pour la petite histoire, je viens de déménager dans une nouvelle maison et donc je suis dans un bureau qui est vide et je n'ai pas encore eu le temps de faire le nécessaire pour éviter l'écho. Normalement, ça reste audible, il ne faut pas exagérer, mais c'est pas forcément parfait. Si vous avez apprécié cet épisode avec Alexis, le mieux que vous puissiez aller faire, c'est d'aller écouter mon autre épisode avec Alexis où on résume un autre livre, So Good They Can't Ignore You. Devenez tellement bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer, qui est un livre qui, je sais, a eu un gros impact sur Alexis et qui lui a permis en quelques années de s'installer dans sa carrière à la fois en tant que freelance et à la fois en tant que podcasteur. L'épisode était publié en novembre 2017. Pour le retrouver dans votre flux podcast, ça aide parfois d'avoir la date, donc il va falloir scroller un petit peu pour le retrouver. Mais évidemment, c'est un livre qui reste totalement valide et ça s'appelle « Ne suivez pas votre passion, devenez compétent ». Résumé de So Good They Can't Ignore You avec Alexis Minkela. Sur ce, je vous laisse avec un dernier petit appel à l'action qui est le mix du lundi. Le mix du lundi, c'est une newsletter que j'envoie chaque lundi ou presque. J'essaye de la régulariser chaque lundi et de m'organiser pour le faire. Et chaque lundi, quand la newsletter est envoyée, je partage mes découvertes marketing et psychologie de la semaine. En fait, j'ai découvert que le mix, c'est un moyen pour moi de partager des idées qui sont des idées qui auraient pu faire une vidéo. Sauf que j'ai pas le temps de faire une vidéo complète sur le sujet ou parce que mes vidéos aujourd'hui, il y a besoin d'avoir beaucoup de matière et parfois c'est simplement une idée qui est vraiment intéressante, mais qui est plus petite, qui peut être expliquée en 3 ou 5 minutes. Et dans ce cas-là, je l'envoie dans un email chaque lundi qui s'appelle le mix du lundi. Parfois, j'envoie aussi mes recommandations d'articles, de vidéos, de podcasts que j'ai découverts pendant la semaine. Si vous vous intéressez à tout le sujet dont on parle dans le podcast, notamment le marketing, notamment la psychologie, et que vous voulez avoir des analyses marketing plus fréquentes et plus petites que ce que vous avez sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire sur marketingmania.fr/mix et vous recevrez mon email chaque lundi quand il est envoyé. Le lien, c'est marketingmania.fr/mix pour recevoir le mix du lundi. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de mon épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.